Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on vous propose une table ronde sur l'évolution et l'avenir des arts martiaux. Un épisode vraiment intéressant. Écoutez ça. Si vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur patreon.com/guerrierpodcast. Mettez des likes, partagez les épisodes que vous aimez, écrivez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire et partagez. Sur ce, bonne écoute. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, pour notre deuxième épisode de la saison 2, on fait une table ronde et on a des invités prestigieux, on va dire ça, comme ça. Puis on avait envie de les entendre et de discuter avec eux sur des sujets de fond. Donc, messieurs, si vous voulez vous présenter à tour de rôle et peut-être nous expliquer chacun votre tour, votre background dans les arts martiaux, puis après ça, on pourra enclencher sur la discussion. Bonjour, mon nom c'est Lauren Bernard. Je suis un professeur d'un style qui s'appelle Fei He Chuan. La White Crane Kung Fu, la sorte de White Crane Kung Fu, c'est la grue qui vole. C'est un style de famille. Il y a beaucoup de styles de Kung Fu qui c'est des styles de famille. Et ceci, c'est un de ces styles-là qui vient du sud de la Chine, de la province de Fujian. J'ai commencé en 83. J'ai étudié différents styles, dont le Wing Chun, Cha Chuan, White Crane et Choi Li Foot. Mais des fois, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Et après ça, je concentre sur ma passion qui est le White Crane. Je fais aussi encore le Choi Li Foot parce que j'aime bien. C'est ça. J'ai quelques écoles à Montréal et aux États-Unis. Bonjour, mon nom c'est Philippe Mon. J'enseigne aujourd'hui quelques arts martiaux chinois, principalement le Da Sheng Chuan, qui est un art, disons, un peu moins connu, là, un peu moins populaire, mais j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux en 1975 par le karaté. Et en 1989, j'ai rencontré un professeur japonais qui enseignait les arts martiaux chinois, qui s'appelle Kenji Tokitsu. Puis, donc, à travers son enseignement, j'ai migré vers les arts martiaux chinois. Puis, j'ai, un peu comme dit M. Bernard, je me suis concentré sur le Da Sheng Chuan. J'enseigne aussi le Tai Chi Chuan, le Xing Yi Chuan, un peu de Bagua Zhang aussi, mais ma passion et mon enseignement principal, c'est le Da Sheng Chuan. Bonjour, François Guérard. Je suis surtout là pour entendre en fait mes collègues. Je veux abuser de la situation pour avoir leur perspective et leurs idées sur les questions qu'on va aborder avec eux. Moi, je suis enseignant de karaté. Je suis le représentant de Koryu Shinadi Kempo Jutsu, qui est la méthode élaborée par Patrick McCarthy à Montréal. Tout le monde connaît bien ici, d'ailleurs. C'est un de vos amis. Puis, c'est ça. Puis, comme je dis, surtout pour entendre. Je me demandais, en plus, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des box internes, box externes aussi au niveau des arts martiaux chinois. Une belle diversité, une belle représentation. Messieurs, ça va être vraiment intéressant. Jérémy, veux-tu te présenter? Ben oui, Jérémy Monette, j'ai commencé les arts martiaux à 5 ans, j'ai 24, bientôt 25. J'ai ouvert mes dojos, mon premier dojo à 18 ans. Donc c'est mon travail depuis toujours. Je vis de mon art et j'apprécie cela. Et maintenant avec le podcast, c'est vraiment le fun, on découvre de nouveaux styles, des fois d'autres pays, d'autres régions, c'est vraiment le fun. Fait qu'aujourd'hui, j'ai bien hâte de voir ça. Une table ronde, c'est la première fois qu'on en fait une, donc j'ai vraiment hâte de voir quand ça va de l'air. On va peut-être se piler un peu ses pieds au début, mais ça va bien aller à un moment donné, je suis sûr. Ben moi, Manuel Gendron, j'étudie et j'enseigne le Kenpo au sein de Karaté Sanfuki. Je suis enseignant dans la région de Gatineau, à Buckingham notamment. Et on a créé le podcast, moi et Jérémy, pour donner la parole à des gens comme vous, puis à plein d'autres qu'on a reçus déjà. Et puis, comme le dit Jay, à date, c'est super productif parce qu'on apprend beaucoup. On est vraiment en mode élève, en mode attentif. On écoute, on s'enrichit mutuellement. Fait que voilà, c'est un peu ça l'idée du podcast. Puis
je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. D'emblée, je voulais vous lancer la question. Fait que peut-être ce qu'on pourrait faire, je vous lance comme la question ou la thématique qu'on voulait explorer. Le premier qui veut se lancer, il va. Après ça, si on veut rebondir, juste peut-être se faire un petit signe de la main, vu qu'on est plusieurs, on ne veut pas justement s'interrompre les uns les autres. Puis, je pense qu'on devrait être capable de bien gérer ça. On est quand même juste 5, donc voilà. Le premier sujet, dans le fond, on voulait vous apporter, c'est l'impact des nouvelles technologies puis des réseaux sociaux, de l'Internet sur la manière d'enseigner, sur les élèves, sur la dynamique élève-professeur. Donc là, je ne lancerai pas tout d'un coup, mais en gros, là, d'abord, là, on voulait vous entendre là-dessus, disons, là, sur par rapport à votre parcours, quel impact vous pensez que ça a eu déjà et que ça devrait avoir ou que ça pourrait avoir dans le futur sur l'enseignement des arts martiaux et l'apprentissage des arts martiaux, en fait? Pour moi, je suis vieux jeu, j'ai 57 ans, je suis pas très fort sur la technologie et je crois pour la promotion du style et de l'école et de se faire des amis et des clients ou des élèves, etc., à travers la planète, pour ça, c'est utile. Pour moi, faire des cours Zoom, je refuse. J'ai des élèves qui le font pour moi, mais pour moi, je veux rien savoir de ceci. Je serais toujours en train de mettre mes lunettes, ôter mes lunettes, mettre mes lunettes pour vous dire à quel gars faire quoi. Et dans des styles d'arts martiaux où ce que le toucher est important, c'est pas impossible d'enseigner, mais ça sera jamais la même chose. Ça peut être un ajout, mais pour moi, ça peut pas remplacer le contact humain et le contact des mains. Puis des fois, est-ce que ça arrive que vos élèves arrivent avec des choses un cours plus tard, puis ils ont appris des nouvelles choses de sur Internet? Est-ce que ça vous arrive des fois? Puis là, vous êtes comme, Ah, plutôt, il pose des questions et j'encourage les élèves de regarder autre chose parce qu'on peut apprendre. Je dis à mes élèves, euh, écoutez, c'est mon opinion personnelle. Le gars, il dit, j'aime le taekwondo, ils ont des bons coups de poing, des bons coups de pied. J'aime la boxe, ils ont des bonnes mains. J'aime ça. Là, tu vas tout faire? T'es un imbécile. Pour moi, non. Tu regardes pourquoi le monsieur de taekwondo a des bons coups de pied. Qu'est-ce qu'il fait que son coup de pied est puissant ou rapide, etc. Je les encourage de regarder, mais ceci dit, dans un certain framework. En un mot, tu regardes, tu reviens avec une question intelligente, très bien. Si tu dis l'autre maître a dit le contraire de ce maître-là, là, ça, c'est pas intéressant. Ou si tu prends une idée, par exemple, dans le Kempo, n'est peut-être pas nécessairement la même idée que dans le Wing Chun. Les deux peuvent avoir raison en fonction de ce qu'ils font. Pour moi, oui, regarder autre chose, c'est bien, mais j'espère que c'est fait d'une façon intelligente. C'est comme un peu l'Internet. Les gens peuvent trouver toutes sortes d'informations, mais combien est pertinent? Ça, c'est une autre question. Et pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, il faudrait avoir l'expérience, le background pour comprendre ceci. Moi, je dirais que je suis d'accord avec ce que dit M. Bernard, mais ce que je dirais qui est intéressant avec le phénomène de l'Internet, c'est que moi, je suis un petit peu plus vieux, pas beaucoup, j'ai 59 ans, mais quand j'ai débuté les arts martiaux, il n'y avait presque pas d'informations. Donc, tout était transmis avec beaucoup d'histoires qui étaient plus ou moins crédibles, mais on n'avait rien pour comparer. Il y avait peu de livres, il y avait pas de vidéos, il n'y avait presque rien. Ce que je trouve intéressant avec le phénomène de l'Internet, c'est que ça permet une grande démystification de la pratique des arts martiaux. Il y a beaucoup de mythes qui éclatent sur l'Internet actuellement. Il y a beaucoup de mythes qu'on voit éclater sur les performances de certaines personnes ou de certains styles, mais en même temps, il y a beaucoup de désinformation aussi. Fait, comme dit Lorne, il y a beaucoup de choses qui sont une grande masse d'informations, mais dans la masse d'informations, il y a très peu d'informations crédibles aussi. Fait que c'est une arme à deux tranchants, l'Internet. C'est une arme c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup d'informations. Et ça, c'est bienvenu parce que le plus d'informations on a, le mieux c'est. Mais en même temps, il y a beaucoup de désinformation. Hein? Il y a beaucoup de désinformation actuellement sur l'Internet. La désinformation, c'est fort. On le voit aux États-Unis, qu'est-ce que ça a fait. Donc, il y a beaucoup de désinformation aussi qui est transmise via les réseaux sociaux aussi. Donc, pour moi, c'est une arme à double tranchant. Mais c'était intéressant que l'information soit disponible pour tout le monde de façon équitable, puis qu'on puisse aller y puiser et faire notre idée sur ce qu'est la pratique, puis prendre ce qui nous convient finalement. Par contre, c'est difficile de trouver de l'information de qualité, c'est certain. Pour en ce qui est des cours via Zoom et tout ça, ben c'est sûr qu'actuellement, on vit une nouvelle réalité où
où le contact humain est plus difficile à cause de la situation qu'on a avec le COVID et tout ça. Donc, plutôt que de ne pas s'entraîner, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir continuer à pratiquer via Zoom, même si moi non plus, c'est pas ma façon privilégiée. Nous, on a été entraînés avec une croyance de ce qu'on appelait l'entraînement peau à peau, c'est-à-dire de se toucher, puis d'expérimenter, puis de travailler avec quelqu'un de réel, puis de se valider avec d'autres. Mais en même temps, si on peut pas se voir actuellement physiquement parce qu'il y a plus de restrictions, ben il faut vivre avec aussi. Puis je pense qu'une des qualités des arts martiaux, c'est l'adaptabilité. Donc, il faut s'adapter aux situations. Et je pense qu'on n'est pas, je pense qu'il va falloir aussi penser que dans le futur, il va y en avoir d'autres pandémies, puis il va y avoir d'autres circonstances. Il va falloir qu'on apprenne à vivre nos arts martiaux aussi avec les nouvelles réalités qui vont être autour de nous. C'est mon opinion. Mais une question de relance, c'est ça, c'est que est-ce que le phénomène que vous avez observé au niveau de la démocratisation, au niveau de l'accès à l'information, agir moins comme celui qui détient l'information, mais davantage comme étant celui qui peut guider l'élève vers les bonnes sources d'information, en disant avoir une réponse critique, s'il faut, vraiment, tantôt, vous disiez, ouais, attends une minute, réfléchis aux fonctions, réfléchis à ce qui est en cause plutôt que de remettre en question ton style. Bref, guider vers les bonnes sources d'information, guider aussi dans le processus d'une réflexion critique sur la pratique. Moi, en tout cas, quelque chose que je vois, c'est que ça a dramatiquement changé dans les 20 dernières années. On est passé du sensei qui connaît tout ou du shifu qui connaît tout à le shifu qui guide davantage. Est-ce que vous voyez que, je sais que ça fait tous les deux très longtemps que vous enseignez, est-ce que vous avez vu cette dépolarisation-là ou ça a toujours été, ben, je sais que ça s'accélère, oui, mais à quel point est-ce que ça transforme votre intervention, votre rôle? Pour moi, ce que j'ai vu, c'est que je peux juste parler de ma famille d'arts martiaux, c'est que en 1988, si j'avais demandé au grand maître si je peux le filmer, il m'aurait pitché par la porte. Il y aurait en sacrant comme tu peux pas imaginer. Sur les choses ont changé beaucoup. Maintenant, je vais en Orient, puis là, n'importe quel imbécile est en train de me filmer dans le parc, il faut que j'y explique. Non, tu peux pas faire ça. Ça a changé beaucoup. Et une des choses que je vois aussi, c'est que des fois, je vais mettre un vidéo YouTube. On montre une technique avancée. Là, Monsieur Keyboard Warrior, il fait des commentaires imbéciles et impolis. Mais je veux pas le répondre. Pourquoi? J'y dois rien. C'est pas mon élève. Puis c'est pas mon affaire de lui enseigner les bonnes techniques. Je veux pas enseigner mes techniques gratuitement à des gens qui l'ont pas mérité. Et ça, c'est une chose que les gens réalisent pas. Par exemple, j'ai déjà eu mon maître bloqué à l'intérieur. Là, le gars, il dit, ah, c'est facile, je vais le frapper avec l'autre bras. Oui, en théorie, ce que tu dis, c'est vrai. C'est mieux d'aller à l'extérieur. Mais si je suis bon en Kung Fu, c'est assez facile régler ce problème-là. Mais je veux pas lui expliquer, donc je dis rien. Des fois, il y a un manque d'informations sur l'Internet parce que j'ai aucune raison de partager. Moi, je crois que c'est très bien et on a la chance, des fois, comme mon maître est décédé cette année, là, il est décédé, je peux mettre un petit peu, mais je ne vais pas tout mettre gratuitement parce que je ne crois pas qu'il le mérite. Non, c'est sûr aussi que, non, moi je suis d'accord aussi, parce que c'est sûr aussi que toute cette abondance d'informations-là, ça tend aussi à enlever la valeur de certaines choses qui sont précieuses. Puis la confiance d'un professeur, ça se gagne, c'est pas facile, c'est quelque chose c'est pas une question de est-ce que l'information est cachée ou ouverte, c'est une question c'est une relation humaine où il faut gagner la confiance des gens et c'est pas parce que on pense que tout est accessible et gratuit aujourd'hui que ce phénomène-là a changé. Parce que dans les arts martiaux, je vais dire plutôt classique que traditionnel, là, les relations professeur-élève, c'est quelque chose de particulier. C'est pas nécessairement un dogmatisme ou un désir de contrôle, mais c'est un fait que l'information est précieuse puis la confiance se gagne aussi. Fait que le partage d'informations, on peut le faire à large, on peut montrer des techniques et puis être jugé ou peu importe, parce que de toute façon, il va toujours avoir quelqu'un qui va juger que ce qu'on va montrer de toute façon, parce que tout le monde dans les arts martiaux a tendance à penser qui possède la vérité. C'est un peu une problématique. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'information de qualité, pour toute personne qui a eu une relation avec un professeur, c'est pas quelque chose d'accessible automatiquement parce que c'est des relations humaines qui se développent dans le temps. Puis ça m'amène une question en même temps. C'est une réflexion, mais je voulais vous entendre là-dessus. Vous disiez, tu sais, sur Internet, c'est pas évident toujours de trouver du contenu de qualité. Moi, ce que je trouve intéressant d'Internet, c'est que ça amène la possibilité du dialogue, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis de l'ouverture à l'autre, puis de la curiosité, ce qui est très bien.
Par contre, là où je trouve que ça tombe dans le contre-productif, c'est quand il y a des débats de sourds, là, tu sais, un dit mon style est meilleur que le tien, puis l'autre répond voici pourquoi mon style est meilleur, puis voici pourquoi la self-défense fonctionne pas versus le MMA, puis etc., puis etc. C'est comme si, tu sais, vers quoi ça nous mène, ça, tu sais, en quoi ça fait avancer les arts martiaux, ce genre de débat-là. Ben, ça amène un peu en même temps le deuxième sujet, ce fameux débat-là, praticalité, application pratique versus théorie, on va dire, est de plus en plus présent. Efficacité du style dans la rue versus kata. Ce débat-là, ce questionnement-là, vous vous situez où là-dessus, personnellement? Moi, je pense, juste pour débuter, c'est que c'est sûr que tout le débat, si on démarre le débat sur les réseaux sociaux pour l'Internet, c'est un phénomène complexe. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils font pour obtenir plus de likes, puis plus de ci, puis plus de ça pour la promotion, etc., ou pour faire de l'argent sur Internet, ce qui est OK. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut faire. Mais il y a une question que la controverse actuellement est quelque chose qui est payant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui le font simplement pour avoir plus de vues, plus de likes, plus de ci. Quant à savoir au niveau de l'efficacité des arts martiaux, moi, je pense que dans les arts martiaux, c'est important de définir qu'est-ce qu'on veut pratiquer et quels sont les objectifs. Parce que sinon, on rentre dans un débat qui finit jamais du côté de l'efficacité. Parce que quelqu'un va dire, oui, efficace sur le ring, mais tu as des gants, l'autre est efficace de telle façon, l'autre va dire, oui, il y a la rue, l'autre il va dire, non, c'est, il faut définir dans quel cadre on pratique, puis qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le temps. Et dans les arts martiaux, c'est complexe. Je vais donner un exemple. Il y a un professeur avec qui j'ai pratiqué un peu, qui s'appelle Roland Bersetzer, qui a écrit beaucoup de livres, qui était connu dans le domaine des arts martiaux. Puis, juste te donner un exemple. C'est quelqu'un qui était très axé vers l'efficacité, puis à un moment donné, il y a eu une expérience dans sa vie où il a fait face à quelqu'un avec une arme à feu. Il n'avait jamais dealé avec les armes à feu. Donc, pour lui, le monde, là, je vais parler pour lui, mais ce qu'il semblait dire, c'est que le monde de l'autodéfense, de la self-défense ou de l'efficacité était dans quelque chose à main nue, même si on développe une conscience d'environnement puis qu'on veut éviter, etc. Mais c'était vraiment l'art martial à main nue. Il a vécu une expérience traumatisante, puis il a inclus dans son école le tir. Il a inclus le tir carrément dans son école, le tir, parce qu'il a dit, dans la réalité d'aujourd'hui, l'arme à feu est importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition de l'efficacité ou la définition de ce qu'on veut obtenir comme efficacité est importante, parce que sinon, on tombe dans un dialogue de sourds. On est efficace quand, pourquoi? Par exemple, quelqu'un pourrait dire, mon efficacité, moi, c'est de rester en santé toute ma vie, par exemple. Je vais être efficace dans les arts martiaux, mais la santé est importante. Si la santé est importante, il faut que je protège mon corps. Si je détruis mon corps à l'entraînement, je suis en train d'aller à l'encontre de mon objectif. Fait que quelqu'un pourrait dire, oui, je veux pratiquer des arts martiaux, mais en même temps, je veux rester en santé puis recevoir des coups sur la tête continuellement pour être néfaste pour moi. Donc, c'est une définition de l'efficacité. Donc, je pense que pour ne pas tomber dans un dialogue de sourds, il faut dire qu'est-ce qu'on veut obtenir et dans quel cadre on se situe. Il n'y a pas d'efficacité absolue en passe. En tout cas, moi, je n'y crois pas, en tout cas. Il y a de l'efficacité, il y a de l'efficacité individuelle, mais l'efficacité absolue, il n'y en a pas. Puis après ça, c'est une question de choix personnel. Qu'est-ce qu'on aime pratiquer? Quel type de style? Quel style d'école? Est-ce qu'on aime faire des formes, pas faire des formes? Est-ce qu'on aime faire du combat libre, pas de combat libre? Pour moi, ça devient des choix personnels. Après ça, si deux individus veulent se mesurer pour voir lequel est le plus fort, bien ça, c'est une affaire entre deux individus. Avez-vous l'impression que c'est vers ça que s'en vont les arts martiaux ou que la forme, le kata, la fonction du kata est toujours importante ou si au fil du temps, on va aller de plus en plus vers un enseignement appliqué, un enseignement, l'application pratique avant tout? C'est quoi votre perspective là-dessus? Je vais me permettre de dire que pour moi, le forme, pas de forme, c'est un faux débat. Tout le monde pratique des formes d'une façon ou d'une autre. Même la personne qui dit qu'il n'en pratique pas, tu finis par apprendre des techniques qui pourraient être définies comme une forme. Quand on définit une forme comme étant un répertoire technique qui contient des stratégies, puis parce que ça dépend comment on définit. Moi, je trouve que c'est un faux débat. C'est un débat où on essaie de mettre quelque chose contre une autre chose. Le problème, c'est si tu prétends que tes formes sont efficaces puis que tu te valides pas,
là, peut-être que c'est un problème avec les formes, mais c'est aussi un problème si tu t'entraînes supposément avec une efficacité, puis tu t'es jamais confronté avec un autre type d'efficacité, t'es autant dans le mensonge que quelqu'un qui fait une forme. Tu sais, si on définit la forme dans ce sens-là. Moi, je pense que les formes, c'est important du point de vue d'un héritage technique, d'un héritage de stratégie qui sont codifiés dans des formes, mais ça prend un enseignement qui va avec les formes. C'est pas parce que tu apprends des gestuels que tu es efficace. C'est comment est-ce que ton professeur va t'ouvrir la porte sur les stratégies dans les formes que les formes deviennent efficaces. Après ça, c'est à toi de t'entraîner pour valider ton efficacité. Maintenant, que ce soit à travers une forme codifiée à l'ancienne comme un kata ou un taolu ou un shing, peu importe comment on l'appelle, ça, c'est rien. Tu sais, le boxeur qui fait du shadow boxing, il fait des formes. Tu sais. Tout le monde fait des formes à un moment donné. Parce que c'est comme ça que je vois ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lorne, de ton côté. Je suis 100% d'accord. Pour moi, écoutez, j'ai appris un style à l'ancienne. Pour moi, du Kung Fu, tu as les formes à deux, tu as probablement du pouce-main, tu fais du combat, tu as des armes, tu fais du Qigong et tu conditionnes les mains. Les mains, le corps, excusez. Encore, c'est un faux débat. Et la seule raison que tu ne ferais pas tes formes, c'est si tu les comprends pas. Si tu les comprends pas, ben là, c'est clair que tu danses puis tu gaspilles ton temps. Et si tu fais des formes et tu ne fais pas de combat, ben, tu gaspilles ton temps. En point de vue autodéfense, c'est clair. Moi, excusez. Moi, je vois le débat, le débat, c'est est-ce que je fais un sport martial ou un système d'autodéfense? Et comme vous expliquez, pour moi, ce que je fais, c'est que je me concentre à 99% système d'autodéfense. J'ai des élèves qui voulaient faire du full contact. On en a fait. On prenait peut-être 40% de notre art. Parce que l'autre 60%, surtout les saisies, on peut pas les faire. On peut pas frapper les gorges, les parties génitales. C'est comme tu dis, tel et tel sport, c'est très bon dans le ring. Je vais utiliser la boxe taille. C'est un sport qui est excellent dans le ring, il n'y a pas de doute. Tu ajoutes la partie, maintenant on fait des coups de pied aux parties génitales. Wow, tout change. Non, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Parce que ce qui est rigolo là-dedans, l'art que je pratique, le Ta Cheng Chuan ou le I Chuan, par définition, c'est un art qui a pas de forme, entre guillemets. Mais c'est tout à fait faux parce que on finit tous par développer nos stratégies puis les développer. Mon professeur a sa façon de combattre et transmet certaines techniques, qu'on les appelle formes ou non. Pour moi, ça, c'est vraiment un faux débat. Puis c'est tellement important de revenir, de définir dans quel cadre on s'entraîne. Par exemple, quand j'ai débuté les arts martiaux, j'ai débuté avec le Kyokushinkai. OK? Dans cet art-là, dans la méthode de compétition, il n'y a pas de frappe au visage avec le poing. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas efficaces, mais quand tu combats, tu peux placer. Tout le monde connaît cet art-là, tout le monde l'a vu. Mais les combats ont une saveur particulière. C'est très dur, mais il y a une saveur particulière. Quand tu reçois un coup au visage, déjà, ça change ton combat. Donc, il y a déjà un changement à faire. Donc, peu importe quelle méthode on travaille, il y aura toujours des forces puis des lacunes. Et là, ça devient la responsabilité de l'individu de dire qu'est-ce que moi je veux acquérir puis comment je veux compléter ou non mes lacunes. Ça dépend de ce que la personne veut faire. Puis se définir, dire, ben si je suis plus un art d'autodéfense ou de protection ou peu importe, ben c'est une définition puis c'est une pratique particulière. Il y a une pratique globale, c'est pas facile d'avoir une pratique globale puis de rester efficace. Parce que c'est une question de temps et d'investissement. Si je m'entraîne pour aller sur le ring, ça va être 100% de mon temps pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour arriver sur un ring puis pas avoir l'air pour pas me faire, pour survivre sur le ring ou gagner. Pendant ce temps-là, ben, je m'entraînerai pas d'une autre façon. Il faut définir qu'est-ce qu'on fait puis trouver la satisfaction dans qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai eu un élève qui était un champion de full contact en Kung Fu aux États-Unis et il s'entraînait, comme vous dites, exclusivement pour le ring. Et quand il a fini, il m'a dit, c'est fini, j'en veux plus, je veux retourner au traditionnel, j'ai pas pratiqué le sabre, la lance, le double sabre, ça fait Absolument. des années. Puis je vais aussi dire un autre aspect, je reviens sur l'aspect santé parce que c'est important. Moi, une chose qui m'a sauvé, en guillemets, dans ma pratique, c'est qu'un jour, mon professeur m'a dit, OK, c'est beau, il faut que tu sois efficace maintenant, mais tu pensais quand tu vas être plus vieux. Ben, quand tu as 20 ans, tu ne penses pas quand tu vas être plus vieux, tu penses que ça n'arrivera pas. Mais il m'a dit, prépare tes chaussures pour plus tard. Puis là, il dit, pense à ton corps, parce qu'il dit, si tu continues à faire ce que tu fais, il dit, comment tu vas être à 40 ans, pas à 50 ans? Parce qu'on voit les champions, puis on voit ça, mais il y en a beaucoup qui payent le prix. On n'en parle jamais de ça, mais ils sont complètement maganés à 50 ans ou même plus jeunes, sont plus capables de rien faire, parce qu'on a le mythe du super-héros, le mythe
du surdoué, parce que souvent les gens dans les arts martiaux, c'est des surdoués, hein, et on veut mimer des surdoués, mais il faut penser c'est quoi le prix à payer. Puis moi, je remercie mon professeur de m'avoir dit, pense à plus tard, parce qu'aujourd'hui, en étant un peu plus vieux, je vois la sagesse de ça, parce que l'important, là, c'est pas de dire, hey, j'étais bon avant quand j'avais 20 ans. L'important, c'est de dire, aujourd'hui, à 59 ans, je suis encore efficace. Est-ce que je peux encore pratiquer? Est-ce que je pratique encore à tous les jours ou est-ce que je suis plus capable? Je me suis déchiré les tendons, pété le genou, magané le dos, je me suis cassé tellement que je peux plus pratiquer. À ce moment-là, tu as échoué dans les arts martiaux parce que l'art martial, c'est ton efficacité maintenant, à l'âge que tu as, pas avant. Mon professeur m'a toujours dit, si tu regardes en arrière, tu ne peux pas être l'ombre de ce que tu étais avant. Tu es ce que tu es aujourd'hui. Et si tu te fais attaquer ou si tu as à défendre, c'est aujourd'hui, pas quand tu avais 20 ans ou 30 ans où tu étais supposément le plus fort. Donc, il y a aussi des perspectives là-dedans qu'il faut tenir en ligne de compte dans la pratique des arts martiaux. En tout cas, c'est ce que je pense. Tous les deux, on est des Occidentaux ici. Tous les deux, vous êtes aussi responsables de transmettre une culture orientale. McDonald, Li Jushan, puis Mon, c'est Guo Gucci, votre professeur. Ils ont comme donné une certaine forme de responsabilité dans la transmission aux prochaines générations d'une tradition orientale. Est-ce que vous sentez d'autant plus le poids de maintenir finalement l'intégrité de ces traditions-là? Comment vous percevez ce rôle-là, justement, dans la mouvance de tout Internet, l'information qui circule rapidement, l'influence externe sur ces Ah, vas-y, vas-y. C'est un gros sujet. Ben, oui, il y a une responsabilité. Ouais, mais je pense qu'on a une responsabilité de transmettre une fois qu'on accepte de transmettre. Quand tu sais, les, c'est souvent mal compris. Ça dépend comment on le vit ou comment on l'expérimente, mais les cérémonies d'acceptation de disciples, les bashers, les choses comme ça, souvent, quand on décide de devenir le disciple d'un maître, si on peut le dire comme ça, ou qu'on accepte de devenir le disciple d'un maître, il y a une responsabilité de transmission par la suite, ça c'est sûr et certain, parce que sinon, pourquoi le faire, là? C'est parce que pour moi, une cérémonie comme ça, c'est pas comme un diplôme de dire oui, j'ai 7 dan ou 5 dan ou tant de douane ou peu importe comment on l'appelle. C'est que c'est une relation, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est une relation personnelle. Puis si un professeur te choisit et si toi tu choisis le professeur, parce que c'est une relation de deux personnes, mais puis c'est pas facile en passant en tout cas de mon expérience dans les systèmes classiques d'être accepté comme disciple, ben tu acceptes la responsabilité de transmettre aussi. Maintenant, tu vas le transmettre à travers, tu prends la responsabilité aussi de continuer à t'améliorer, puis de transmettre ce que tu peux le mieux possible, mais tu vas le transmettre avec ce que tu es toi. Tu sais, je suis pas mon professeur, j'essaie de transmettre ce qui m'a été enseigné, mais je suis pas mon professeur non plus. Je suis pas un Chinois non plus. Je viens d'une culture occidentale, même si à travers ce que j'ai appris, j'ai pas le choix. Il y a une grosse partie de la culture ou de ce que je comprends de la culture chinoise, mais il y a une responsabilité de transmettre, c'est sûr et certain, puis de transmettre le plus, comment je pourrais dire, même si ça va être dévié inévitablement ou déformé à travers moi, même si j'essaie de ne pas le déformer du tout, de le transmettre de la façon la plus correcte possible. Il y a d'évolution dans les arts martiaux, mais tu as aussi une responsabilité de transmettre quelque chose qui t'a été légué. Ça peut évoluer à travers toi, ça peut évoluer, ça évolue de génération en génération, mais tu as une responsabilité de transmettre l'essence de ce qui t'a été transmis pour que ça continue, pour que d'autres personnes puissent l'améliorer par la suite. Exact. Ouais, excuse-moi. Si on compare, on va dire les autos au karaté, tu sais, je pense pas que si Ford avait continué à faire des vieux modèles, ça aurait fonctionné, tu sais. À un moment donné, c'est sûr qu'on veut respecter ce qui a été fait avant, mais il faut évoluer en transmettant puis en espérant que nos élèves vont, dans le fond, c'est respecter ce qu'il y avait avant, mais en allant avec le courant, parce que sinon, tu meurs. Tu sais, tu peux faire mourir un style si t'acceptes pas d'avancer avec les idées du temps, là. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a une nuance avec ton analogie de la voiture, c'est que le corps humain n'a pas changé, lui. Là, tu parles de quelque chose qui change. Le corps humain, il est le même qu'il était il y a 2000 ans. On a le même corps humain. Les humains n'ont pas évolué physiquement. Ce qui évolue, c'est la connaissance et la technologie autour de nous. Mais l'usage du corps, tu sais, on peut dire la science va augmenter nos connaissances de certains usages du corps. On le voit dans le sport, les performances sportives. Quelqu'un qui courait le 100 mètres il y a
il y a 100 ans, aujourd'hui, on court le 100 mètres beaucoup plus rapide. Il y a eu des améliorations qui ont été faites via, je dirais, un apport technologique. Mais je pense que dans les arts martiaux, on a le même corps qu'avaient nos prédécesseurs. Puis, ce qu'on essaie d'acquérir, c'est l'expérience de générations précédentes. On essaie d'acquérir, on veut pas refaire. Moi, je sais pas combien de temps je vais vivre, mais disons que je vis, je sais pas, je vis 80 ans, mettons, je sais pas. J'aimerais ça vivre longtemps, mais mettons que je vis 80 ans. Mais en 80 ans, je pourrais jamais avoir toute l'expérience de 60 générations d'expérimentation qui a eu lieu avant moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que comme on compare les styles, ce qui évolue aujourd'hui, c'est la comparaison. On se compare puis on dit, hey, regardons ça, j'ai une lacune dans tel domaine, une lacune dans tel domaine. Mais ça change rien par rapport à ce qui est l'essentiel d'une transmission. L'essentiel d'une transmission, ça, c'est quelque chose qui est c'est pas que c'est fixe, mais c'est de l'expérience transmise de personne à personne à travers le même véhicule. L'auto, c'est pas comme une auto qui change, qui est meilleure avec le modèle T de Ford, ça n'existe plus aujourd'hui. La technologie a changé, mais malheureusement ou heureusement, on a le même corps que les êtres humains avaient je me souviens plus combien de temps il y a un Homo sapiens, c'était 100 000 ans ou je sais plus, là. On a le même corps. On n'a rien changé. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, même si je me compare, ça c'est dans ma vie personnelle, j'ai jamais vécu, par exemple, des situations d'agression dans le type de guerre qu'il y avait ou dans le type de période où les arts martiaux chinois ont été développés. J'ai jamais connu ça, je connaîtrai jamais ça. Je suis un Québécois qui vit au Québec. Oui, j'ai voyagé, oui, j'ai vécu des choses, mais il y a des expériences, comment je peux dire, les gens essaient de transmettre des expériences, puis on essaie d'améliorer de génération en génération à travers une ligne conductrice via des êtres humains qui sont les mêmes depuis toujours. Je ne sais pas comment dire autrement. Et à travers ça, en plus, ben, il y a des différences culturelles, etc. Et exemple de différences culturelles, moi, tu sais, je mesure 1,88 m, puis mon maître chinois actuellement, c'est un Chinois du nord de la Chine. Il est grand, il est presque aussi grand que moi, ce qui est rare pour les Chinois. Mais beaucoup de mes professeurs chinois ou japonais étaient beaucoup plus petits que moi. Tu sais, et déjà, physiquement, c'était une différence majeure. Beaucoup de techniques que j'essaie de me forcer à faire étaient difficiles pour moi à intégrer parce que, à cause d'une différence physiologique, les Japonais ont des genoux un peu différents des nôtres parce qu'ils passent 90% de leur temps assis, pas sur une chaise. Ils n'ont pas le même genou que moi. En faisant des coups de pied d'une certaine façon, je peux abîmer mon genou. Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des différences, il y a des petites différences corporelles, mais en gros, on est les mêmes êtres humains depuis longtemps. Après ça, c'est des ajustements qu'on fait, je pense, en tout cas. Je ne sais pas comment vous voyez ça, Lauren, je ne sais pas comment tu vois ça, toi, à travers ton expérience. Euh, pour moi, j'ai hérité cet art. Vous pouvez pas imaginer comment j'ai souffert. Peut-être, Sifu Moon, tu peux imaginer. Mais mon maître, des fois, il m'enseignait et il fumait des cigarettes et il me regardait même pas. Il faisait juste encore. Je te jure 100 fois, je voulais le tuer. Ouais. Des fois, il jouait aux cartes 24 heures. 24 heures, j'exagère pas. Et j'étais là, c'est ça, qu'est-ce que je fais ici? J'ai souffert. Et des fois, c'est juste sa façon de voir. Il est-tu patient? Il va-tu se fâcher? Il a-tu mauvais caractère? Euh, 30 ans après que j'ai commencé avec lui, dans notre White Crane, on parle beaucoup des points vitaux parce qu'on pique beaucoup. Tout le monde frappe des points vitaux, mais le White Crane, on en fait particulièrement beaucoup. Un jour, il m'a dit, je lui ai demandé, vous savez, vous m'avez pas beaucoup enseigné les points pour blesser les gens. Il dit non, j'ai enseigné les points pour tuer. J'ai dit oui, tu m'as enseigné les points pour tuer, mais pas pour blesser. Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que je te connais. Tu es pas méchant. Tu veux pas tuer les gens. Mais ça te dérangerait pas de pratiquer sur un imbécile de temps en temps. Ça c'est le vieux maître. Il me connaissait mieux que je me connaissais moi-même. Pour moi, maintenant, il m'a choisi comme son disciple. Il est décédé malheureusement. J'ai une grande responsabilité. Dans mon Kung Fu, j'ai plus que 20 armes. C'est sûr que je suis pas bon dans toutes ces armes-là. Il y en a que j'aime pas, comme les 2 arches, j'aime pas ça, je suis petit. Comme vous parlez de la différence, je suis pas Li Kuei mais juste les 20 armes, à tous les jours, je sors mon livre et je révise telle et telle forme, sinon je m'en rappelle plus. Et pour moi, ça c'est une responsabilité. Et donc, je dois rester en forme et pratiquer à tous les jours. Et vous avez raison, on n'est pas notre maître et on va faire des changements. Par exemple, la méthodologie, je fumerai pas dans l'école. Je partirais pas pendant le cours puis revenir comme 2 heures plus tard, ce qu'il faisait.
Et j'enchaînerai plus gentiment. La vieille façon, c'est t'es pas bon, t'es un imbécile, blablabla. La nouvelle façon, c'est très bien, mais maintenant mets ton coude ici. Ouais. Les deux façons marchent, mais la nouvelle façon occidentale, je pense qu'on doit tous enseigner de cette façon. Ouais, puis Ça puis marche ça mieux, je change crois. aussi en Chine aussi. On le Euh, voit en Chine, même souvent en Chine, puis à un moment donné, moi j'ai appris plus de la façon classique, un peu comme Lorne a dit un petit peu, moi aussi, tu sais, veux dire, il y a un processus d'acceptation quand on dit que c'est pas facile d'être accepté. Les tests qui sont faits par le professeur, la manière classique ou traditionnelle d'accepter un élève puis de le tester, c'est pas dans les normes d'aujourd'hui. Puis si, tu sais, je pense que si c'était mis sur place, il n'y aurait pas beaucoup d'étudiants dans les écoles. Donc, il y a un changement de réalité. Mais même en Chine, on voit un changement de réalité. Tu sais, je veux dire, faut pas se leurrer. En Chine, la Chine actuellement, on oublie la période de la révolution culturelle, mais beaucoup des arts martiaux sur le continent chinois ont été perdus à cause de la révolution culturelle. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre les arts martiaux modernes en Chine puis les arts martiaux qu'on peut appeler classiques, si on veut, parce qu'il y a une grosse partie du classicisme qui a disparu parce que les maîtres ont été tués ou ils ont été torturés. Tu sais, on oublie ça. Beaucoup des arts martiaux ont survécu en dehors de la Chine, tu sais, dans les diasporas chinoises en dehors de la Chine, parce que tout le monde a foutu le camp, parce que c'est épouvantable ce qui est arrivé en Chine. Aujourd'hui, le gouvernement chinois revend les arts martiaux pour les touristes, je dirais comme ça, pas méchamment, mais il y a une grosse vente des arts martiaux qui est faite pour récupérer, je dirais, tout l'imaginaire que les gens ont vers les arts martiaux pour attirer les gens dans les arts martiaux chinois. Mais quand on va en Chine populaire, sur le continent chinois, puis qu'on voit des écoles avec 2000 élèves, puis 5000 élèves, je veux dire, c'est un phénomène qu'on n'a pas ici. Quand on regarde la quantité de personnes qui pratiquent les arts martiaux, puis la taille des écoles autour du monastère de Shaolin, les écoles qui y a autour de ça, on parle de milliers de personnes entraînées à euh, la manière du cirque que j'appellerais. Ils ont un haut niveau, c'est des athlètes incroyables, mais est-ce que c'est des arts martiaux classiques? Ça, c'est un questionnement qu'il faut avoir. Les arts martiaux classiques, ouais, les connaissances avancées ont probablement pas été passées. C'est clair. Surtout la vieille façon chinoise, c'est un des problèmes, c'est qu'ils perdent à chaque génération ouais, parce que le maître a ouais, toujours ouais. peur de trop enseigner sur c'est un problème. Et en Chine communiste, c'est clair. Si ça a été sauvé, ils sont chanceux. Moi, je suis chanceux parce que mon maître est parti en 1940. Ils ont vécu en Malaisie. Souvent, on trouvait encore, il y a du bon kung-fu en Chine communiste, mais Taïwan, Hong Kong, pas pour Malaisie. très longtemps encore, Mais Malaisie, même, etc., mais Indonésie, Vietnam. Même à San Francisco, dans les quartiers chinois de San Oui, Francisco, je veux absolument, dire, il y a beaucoup absolument. d'endroits de la Laopun, oui, diaspora. oui. En Chine populaire, il y a encore il y a encore de l'enseignement de valeur qui existe, mais il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches. Puis beaucoup de maîtres, de maîtres qui sont âgés vivent encore, il y en a encore plusieurs qui vivent encore avec la peur du Parti communiste, puis la peur ils ont vécu un moment où ils ont vraiment été ostracisés par le gouvernement, puis durant la révolution culturelle, par la jeunesse qui voulait plus rien savoir de ce qui était ancien. Puis il y en a beaucoup qui ont resté avec la peur. Moi, j'ai connu des professeurs qui ont eu les reins cassés. Tu sais, ils ont cassé littéralement pour pas qu'ils pratiquent, leur ont brisé la colonne vertébrale, tu sais, pour pas qu'ils puissent pratiquer. Tu sais, c'est une période noire de la Chine dont on parle pas beaucoup. Mais ce qui en est sorti aujourd'hui dans des arts martiaux chinois, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste une autre réalité qui est quelque chose qui est beaucoup plus sportif, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus axé vers le côté du spectateur, je dirais, beaucoup axé vers, tu sais, je regardais une école que j'ai visitée c'était où? Donc, c'était à Zibao, je pense. C'était un ami de mon professeur, puis c'est une petite école d'arts martiaux. J'arrive là, c'était la période où les élèves retournent chez eux, parce qu'en Chine, ils partent souvent toute l'année à l'école, sont retirés en Chine populaire, puis ils vont pratiquer, puis ils pratiquent la moitié de la journée, ils font de l'apprentissage académique, l'autre moitié, ils font de l'entraînement physique. Ils sont en forme, je peux dire ça. Petite école, j'arrive là l'été, il dit, on n'a pas beaucoup d'élèves cet été. Il y avait 4000 élèves. OK? Puis quand ils ont fait les démonstrations, écoute, le gymnase, c'est un hangar d'avion, leur gymnase, c'était énorme. Et c'était de voir les jeunes
incroyable niveau athlétique. J'en revenais pas de la qualité athlétique. N'importe quel de ces élèves-là du niveau athlétique serait supérieur à bien du monde ici. Puis ça, c'est des gens qui pratiqueront jamais les arts martiaux. Après, ils font ça parce que c'est dans leur entraînement académique. Mais par contre, c'est un type d'art martial, j'appellerais populiste. C'est le type d'art martial accepté par le gouvernement. C'est codifié d'une certaine façon et c'est peut-être moins les arts martiaux classiques. Mais c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais c'est pas la même transmission, en tout cas, que moi j'ai vécu avec plus intime avec un professeur. Avant qu'on aille avec le prochain sujet, excuse-moi François, j'avais une question tantôt là, qui me venait, mais je voulais pas vous interrompre. Puis par rapport à ce que Jérémy a dit, avez-vous l'impression, parce que vous avez répondu, le corps humain est le même depuis 2000 ans, je suis d'accord, mais je me disais en même temps, le corps humain est le même, mais la condition physique globale des pratiquants d'arts martiaux et leur quotidien physiquement est vraiment pas le même. Mettons, on va se parler en tant qu'occidentaux, là, que même par rapport à nos ancêtres qui cultivaient la terre et puis qui défrichaient le nord du Québec, on n'a vraiment pas la même forme physique. Donc, est-ce qu'à votre avis, les arts martiaux ont bien suivi cette évolution-là ou est-ce qu'on enseigne encore quelque chose qui s'appliquait plus à quelqu'un qui vivait à la dure il y a 150 ans ou plus? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Ben, moi, je voudrais juste y aller en clarifiant, tu sais, oui, on a le même corps, mais je pense que tantôt on parlait des athlètes et tout, mais dans plusieurs sports, autres le karaté, les 100 mètres, tout ça, les athlètes, ils vont maintenant, ils sont plus capables de battre les records, fait qu'ils sont sur les stéroïdes pour aller au-dessus des performances du corps, tu sais. Ça, c'est quelque chose de triste, tu sais, parce que justement, maintenant, tu peux plus le battre, là, tu sais, où il y a des gens comme Michael Phelps qui a le potentiel, il met le temps et il y a une prédisposition. Tu sais, son dos, il est comme arqué pour qu'il nage mieux. Donc, bonne chance pour battre ce gars-là plus tard, tu sais. Donc, je pense qu'avec la technologie, même les athlètes maintenant se retournent vers des techniques illégales, ce qui est triste. Puis même, Georges Saint-Pierre, il a quitté l'UFC pendant un bout à cause de ça, tu sais. Fait que... Mais c'est ça. Ben, la question par rapport à ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la question, c'est est-ce qu'on fait un sport pour le public ou est-ce qu'on le fait pour nous? Si c'est pour le public puis la performance, on va faire n'importe quoi pour augmenter la performance. Puis il faudra pas se surprendre si à un moment donné, je veux dire, combien de gens aujourd'hui sont fait rebâtir les genoux. Puis à un moment donné, tu sais, je me souviens plus c'était qui le coureur qui avait qui courait avec, il manquait les jambes, mais il courait avec c'était-tu en tout cas, puis à un moment donné, la question, c'est est-ce qu'on lui permet d'être un athlète avec les athlètes normaux ou est-ce qu'on le garde du côté des athlètes qui sont des athlètes, du côté des athlètes, les Olympiques Paralympique. Paralympiques. Ouais. Puis finalement, non, mais moi, ça ne me surprendrait pas qu'un jour, l'être humain hybride va arriver si c'est ce que veut le spectateur. Si c'est ce que veut le spectateur. Moi, là, je reviens à la nuance qu'on disait, pourquoi on pratique, puis qu'est-ce qu'on veut pratiquer. Moi, je reviens toujours à ça, parce que si je veux aller vers des super combattants, ben, à un moment donné, il ne faut pas que je me surprenne qu'ils vont se booster aux stéroïdes, puis qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner, parce que c'est ce que le public veut, puis c'est ce que l'argent de la promotion veut, puis c'est, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on va arriver des gladiateurs qui vont se tuer dans le ring parce que c'est ce que la population va vouloir? On le sait, non, mais on le sait pas, regarde, on le sait pas. Donc, ça, c'est des questions du point de vue de ce que veut la société, de ce que veut voir la société. Maintenant, qu'est-ce que veut l'individu qui pratique? Pourquoi tu pratiques? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Si toi, tu dis, puis moi, je suis d'accord avec ça aussi, mais si tu dis, pour moi, se booster aux stéroïdes, c'est pas quelque chose de correct, etc. Mais tu sais, c'est dans tes choix à toi. Puis moi, je pense que d'un point de vue humain, c'est mieux. Mais tu sais, dans le passé, il y avait des gens qui, ça se fait encore, mais tu peux te mettre des onguents pour essayer d'augmenter ta résistance. Puis il y a toujours une tendance de l'être humain de vouloir prendre tout ce qu'il peut pour augmenter sa capacité, hein. Il y a toujours une tendance, ça existe aussi. Mais je pense il y a une grosse différence dans dépendant de l'objectif puis de la tradition que tu décides de suivre. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans les sports de combat, et c'est très bien parce que la réalité de se confronter puis de vouloir trouver qu'est-ce qui est le plus efficace, c'est quelque chose de très intéressant et désirable. Mais je pense qu'on perd là-dedans l'unicité des différentes méthodes. Puis pour moi, c'est important l'unicité de certaines méthodes parce que est-ce qu'on veut que ça disparaisse ou est-ce qu'on veut que ça continue? Puis si ça continue, pourquoi ça continue?
quelle est la valeur, à quoi ça sert, quelle est la valeur de cette continuité-là? S'il n'y en a pas, elle va disparaître de toute façon, mais est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce que les gens, pourquoi, qu'est-ce ce que moi j'offre à mes élèves ou ce que vous offrez à vos élèves ou à vos collègues ou si vous vous offrez quelque chose et puis la personne va vous rencontrer, puis elle va dire, tiens, ça correspond à ce que je veux avoir, ça correspond à ce que je désire pratiquer, ben tant mieux. Puis je pense que ce qui est important après ça, est-ce que ce qui est offert, est-ce que c'est de qualité dans le domaine où c'est? Dans la particularité de ce que c'est. Moi, je ne peux pas juger de l'école de la grue blanche parce que je ne pratique pas la grue blanche. C'est une tradition qui appartient à quelqu'un d'autre que moi. Et même si je peux apprécier la qualité de la personne, puis que je peux apprécier une certaine une capacité corporelle, etc., ou des capacités gestuelles, mais je suis pas un expert en grue blanche, tu sais, je suis pas un expert. Et ça aussi, encore une fois, c'est important. Il faut, si on transmet une école, il faut la transmettre de la façon la plus, au mieux de nos connaissances, puis la préserver au mieux des connaissances pour pouvoir l'offrir à d'autres personnes. Tu sais, il y a une valeur à la tradition de ce côté-là, au côté classique. Point de vue, si les gens étaient plus forts dans le passé, c'est dur à savoir. Peut-être ils mangeaient mal ou quelque chose comme ça. Mais je sais que les Occidentaux, comme vous parliez, nos jambes sont pas très fortes. Nos genoux sont pas très forts comparés aux Asiatiques. Juste les Asiatiques, comment ils vendent des légumes, comment ils vont aux toilettes, c'est pas la même chose que nous. Mais c'est vrai. Sur ça, j'ai remarqué, c'est, oui, c'est Oui, parce que si vous allez en Chine, vous allez être choqués. Oh my God! Mais, aussi, je crois, en Occident, on est comme un petit peu des Vikings. Si je serais plus fort, je serais meilleur. Pas du tout. Mon maître, il était petit. Il me disait toujours, l'aiguille tue le ballon. One shot. Et on surestime l'importance du physique et on sous-estime l'importance de la technique. Moi, j'étais la même chose et je regardais mon maître. Il était tellement plus rapide que moi, frappait les points. Un, deux, trois. J'ai rien vu. Et voilà, tu peux être fort, ça sert à rien. Sur sport, c'est bon, mais dans quel contexte? Là, je parle d'autodéfense, je parle pas de sport. Ceci dit, j'ai des élèves, un de mes élèves champion full contact, là, il fallait qu'il soit en forme, il fallait qu'il ait le cardio, et j'ai constaté, et même mon maître a constaté, wow, il est vraiment fort. On a vu, oui, les méthodes modernes peuvent être très intéressantes. C'est juste que, si je dis toujours à mes élèves, t'as combien d'heures dans une journée? Si tu fais le choix de faire des haltères, tu n'as pas pratiqué la lance. Tu vas être meilleur aux haltères et moins bon à la lance. Si le gars qui fait juste du combat, il est bon en combat, ben ça prend pas la tête à Papineau comprendre pourquoi il est bon en combat. Il fait juste le combat. C'est des choix. Là, c'est de faire le choix, comme vous dites, Ouais, qui est bon je pour pense vous. aussi que même dans le fait que le corps est le même, il y a des différences, comme on a dit, surtout au niveau des jambes, c'est assez frappant quand on travaille avec des orientaux. Mais il y a aussi des conceptions du corps, aussi, l'usage du corps. Je pense que l'usage du corps, il peut avoir des nuances dans l'usage du corps, des nuances dans l'usage de ce qu'on appelle la force, la puissance et l'efficacité. Il y a des façons qui sont communes. On peut associer le fait de, par exemple, d'augmenter la force musculaire avec des haltères ou avec des appareils, l'explosivité de telle manière. Mais il y a aussi des conceptions du corps en Orient qui sont des fois un peu différentes des nôtres. Et là, il faut vouloir les explorer pour voir si elles valent l'expérience. Je donne un exemple. Dans notre méthode, on a un concept de ce qu'on appelle la force élastique du corps. Je pense que c'est des concepts qui existent dans différents arts martiaux chinois. Le concept de force élastique du corps, c'est quelque chose qui est très différent. Maintenant, quand je dis différent, c'est juste une autre façon d'utiliser le corps pour produire la force. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'autres possibilités que les possibilités connues, on peut aussi se fermer à différentes façons de pouvoir utiliser le corps. Là, je ne parle pas de choses mystiques et je ne parle pas de choses comme ça. Je parle d'usage concret du corps. Fait que des fois, dans les méthodes d'entraînement orientales, il y a des choses qui apparaissent bizarres pour des Occidentaux. Ils vont dire à quoi ça sert faire ça? Pourquoi on fait ça? Ça n'a rien à voir. Je ne perdrai pas mon temps à faire ça. Ben, il y a des fois, il y a des choses surprenantes aussi qu'on peut acquérir par ces méthodes-là qui nous sont moins connues. Puis on se rend compte, wow, il y a un savoir là en tout cas, que je n'ai pas trouvé autour de moi et qui permet une efficacité concrète. Il faut qu'elle soit concrète, l'efficacité après. Mais ça existe aussi. Donc, il ne faut pas non plus se fermer en pensant qu'il n'y a que les méthodes dites modernes qui sont efficaces. Il y a des choses aussi qui se perdent aussi dans le temps aussi.
le Qigong, c'est un des problèmes. Quand les jeunes, tu leur enseignes, fais le Qigong, ils sont, pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Mais ils ont vraiment tort. Mais ça prend une certaine maturité. Même moi, je suis coupable de ceci. J'ai commencé vers 40 ans à pratiquer. Alors, je veux pas faire ceci. Mais maintenant, je m'aperçois, wow, j'aurais Exact. dû commencer à Exact. 18. Mais c'est pour ça que, comme je disais au début, c'est important. Moi, pour ça que je trouvais ça important que la personne m'ait dit, prépare-toi pour plus tard, parce que c'est sûr que moi non plus, à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, quand tu es dans la force de l'âge, tu te dis, regarde, ça me servira à rien, pourquoi je vais perdre mon temps à faire ça? Mais des fois, ce qui est intéressant, un peu comme disait mon professeur, il dit, les arts martiaux, c'est comme l'ascension d'une montagne. Il dit, au début, tu peux partir avec des running shoes, mais à un moment donné, ça va te prendre des bottes de marche, puis à un moment donné, ça va te prendre, plus tu vas monter, ça va te prendre différents outils avec le temps. Fait qu'il dit, aujourd'hui, porte porte tes running shoes, porte tes espadrilles aujourd'hui, mais il dit, sois sûr d'avoir dans ton pack-sac les bottes pour plus tard. Et ça, c'est un peu là qu'on doit faire confiance à nos professeurs, de dire que même ce qu'ils nous montrent, qui ne nous paraît pas être utilisable aujourd'hui, il faut se demander, est-ce qu'on devrait ou non s'investir là-dedans puis en voir la valeur. Mais comme dit Lorne, malheureusement, des fois, on s'en rend compte trop tard ou heureusement juste en temps. Mais il y a beaucoup de gens qui émettent à Juste à côté temps. en se disant non, ça sert à rien. C'est difficile, on ne sait pas. C'est l'expérience qui montre ça. Pour moi, mon maître voulait m'enseigner la médecine chinoise dans les écoles de kung-fu traditionnelles. Quand quelqu'un est blessé, on met des pâtes, on frotte, etc., etc. Et je lui disais, OK, mais au Québec, je peux pas pratiquer, c'est contre la loi. Je peux pas réparer les os et quelqu'un va m'actionner. Mais vous savez quoi? Quand je suis plus vieux, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je vais apprendre la médecine. Pourquoi? Pour que je puisse me guérir moi-même. Je suis blessé tout partout. So, j'ai appris un petit peu, pas beaucoup, mais le problème avec la médecine chinoise, c'est Ouais. quand il arrive aux recettes à boire, Ouais. ben, C'est complexe. Tu sais, un peu comme disait Lorne, tu vas en ouais, Chine, puis à un moment donné, on parle de santé, puis tout le monde fume comme des cheminées. Tu es avec ton professeur, puis il fume comme ça se peut oui, pas. Tu es horrifié, tu dis dans quoi je suis tombé. Tu sais. Mais mon professeur, moi, heureusement, il n'est pas décédé encore, il a 89 ans, mais il est selon tous les critères qu'on pourrait dire, il est en forme. Il a fumé comme une cheminée toute sa vie. Est-ce que c'est parce que il y avait une prédisposition personnelle puis qui est solide comme un roc? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la méthode de pratique qui fait? Je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que euh, je ne sais pas si Jean-Bart a 89 ans et peut être en forme comme il est, lui, par exemple. Mais d'emblée, je l'aurais jugé en disant qu'est-ce qu'il fait là? Il fume. Ce gars-là ne peut pas être en forme. C'est affreux et c'est horrible. C'est difficile d'évaluer. On peut mettre des critères génériques, mais du point de vue individuel, qu'est-ce qui fait qu'on va être en santé, fort ou efficace? Difficile à définir. il faut Exactement, s'occuper de son corps. exactement. Et là, il faut encore. Mon maître, il était Ben diabétique ouais, et il prenait pas de pilule. ouais. Il s'est tué. C'est pour ça. On peut se demander pourquoi. Tu sais, ouais. Sur l'aspect caché, c'est-à-dire que je pratique quelque chose, j'en vois pas nécessairement le sens a priori. Euh, Tantôt, Jérémy utilisait l'idée de la formité à l'époque. Peut-être, que pensez-vous de l'idée que, dans le fond, à l'époque, il n'y avait pas la formité? Ce serait plus nous qui avons la formité. Eux avaient la Ferrari, dans le sens que le contexte qui a mené à la création de ces traditions-là, de ces stratégies pour négocier des agressions physiques, c'était urgent et direct. Là. La violence était omniprésente. Je devais me doter, parce que justement, comme disait Stéphane Parlant tantôt, mon être était gros comme ça, puis il devait apprendre des stratégies pour être extrêmement efficace pour dealer avec quelqu'un qui est plus gros, plus agressif que lui. Et ces traditions-là, pendant des centaines, voire des milliers d'années, évoluent avec ça. Est-ce que vous pensez qu'une partie de ce qui nous est inaccessible résulte du fait que le contexte de nos vies fait qu'on ne peut pas le comprendre? Pour pouvoir tester les techniques qu'on apprend, il faut avoir l'opportunité. Comme disait, c'était quoi tantôt? Comme quelqu'un qui n'est pas bien fin, si tu veux. C'est quoi que votre prof vous disait? Là? Tester les Ouais, tu techniques voudrais pour pratiquer monter avec des avec imbéciles ou des choses comme ça. avec les c'est ça, lui et ses ancêtres avaient probablement l'opportunité de pouvoir tester et de pouvoir mettre à l'épreuve l'efficacité. Est-ce que vous pensez, dans le fond, que une des raisons pour lesquelles on manque la capacité de percevoir ces choses-là, c'est pas juste une question d'imagination, mais c'est juste aussi une question de contexte dans lequel on le pratique? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça Tout à se peut? fait. Tout à fait. Ouais. Tout est dans un contexte, c'est sûr et certain. Un contexte social, un contexte de temps. Tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, quand on vit une vie
plus douillette, puis qu'on compare ça avec des gens qui ont vécu des situations extrêmes dans leur vie, ben, il y a des choses qui me sont plus tellement utiles aujourd'hui dans le contexte de ma vie. Maintenant, si je les apprends, est-ce que c'est parce que je veux les apprendre, parce que j'ai un désir d'apprendre ces choses-là, mais au fond, est-ce que c'est vraiment encore utile dans le contexte de ma vie? Je sais pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se perdent ou qui sont moins pertinentes puis qui disparaissent. Tu sais, je vais donner un exemple aussi de contexte aussi dans la pratique des arts martiaux. Tu sais, aujourd'hui, si on prend par exemple la révolution qu'il y a eu dans les années 90 ou à la fin des années 90 quand le Jiu-Jitsu est apparu, puis que ça a fait une révolution parce que les gens se sont dit, hey, maintenant, je peux me retrouver au sol, je peux me faire projeter, je peux me faire étrangler. Tu sais, un contexte où il y a eu un choc dans les arts martiaux, pas pour tout le monde, dépendamment de la pratique de chacun, mais il y a eu un choc, puis c'est devenu une partie intégrante, puis c'est devenu le MMA. Mais tu sais, c'est déjà arrivé dans le passé. Je vais donner un exemple qu'on ne parle pas souvent, mais dans les années 20 et 30, 1920 et 1930, parce qu'on pourrait les années 20 d'aujourd'hui, mais les années 1920 et 1930, la boxe occidentale a eu un choc énorme en Chine et au Japon. Les Japonais et les Chinois ne faisaient pas de percussion comme ça. Puis ils se sont fait planter. Il y en a plusieurs que, dans les méthodes traditionnelles qui n'ont pas été capables de faire face aux boxeurs occidentaux. Il y a eu un choc. Donc, il y a eu une nouvelle variable qui a été intégrée. Puis je peux dire que la personne qui a été l'initiateur de mon école, Wan Shangzai, un de ses désirs profonds, c'était de battre les boxeurs occidentaux parce qu'il était écœuré de voir les Chinois se faire planter par une technique qu'il n'avait jamais vue. Donc, il a mis ça dans le temps, puis il a dit, on va voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette nouvelle variable-là. Mais ça n'existait pas avant. Au Japon, puis tu le sais, François, à travers ce que Patrick McCarthy enseigne et tout ça, au Japon, longtemps, la percussion n'existait pas. Les Japonais ne se frappaient pas. Ça n'existait pas. À un moment donné, il arrive quelqu'un qui fait de la percussion, choc total. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on l'intègre? Ça a aussi aidé la popularisation du karaté. Ils cherchaient une méthode qui avait de la percussion. Ça aussi, c'est vrai que un nouvel élément qui arrive, on l'intègre, on l'étudie. Un élément disparaît, il peut être oublié ou mis de côté. Tu sais. C'est un contexte. J'avais le goût peut-être de vous poser la question. On se demandait, vous qui avez eu des maîtres chinois ou asiatiques directement, comment ça s'est passé pour vous, le fait d'être occidental? Comment c'était perçu d'arriver puis de dire oui, moi je veux étudier avec vous? Comment le choc des cultures s'est passé, disons, de prime abord là, à vos débuts, là? Pour moi-même, j'ai rencontré un jeune homme chinois à l'université. C'était pas un maître, mais il avait étudié peut-être 5 ans ou quelque chose, mais il était en forme. Je suis devenu son meilleur élève et lui m'a envoyé une lettre d'introduction. Sans la lettre d'introduction, ça aurait été absolument impossible. Il t'aurait pris comme élève pour être poli, puis il t'aurait fait rien faire. Je veux dire, c'est no way. Mais avec la lettre d'introduction, tu deviens automatiquement membre de la famille. Et c'est comme ça que j'ai pu. C'est surtout la vieille façon. C'est vraiment la lettre d'introduction qui permet tout. Tu entends des histoires d'horreur de gens qui vont au Japon, salut, puis ils donnent la main, puis le japonais, t'as fait une erreur. Pour moi, j'étais chanceux, j'avais une lettre d'introduction. En Malaisie, comme dans toutes les cultures, il y a beaucoup de Chinois qui sont racistes. La raison, c'est qu'ils ont été victimes de racisme, c'est pas un génie, ou ils sont ignorants. Comme ma femme est chinoise, ses grands-parents au Québec ont été victimes de racisme, tu peux pas imaginer. Quand on va pour le... Comment t'appelles ça? Au mois d'avril, on va toujours prier puis mettre de la nourriture aux tombes. Mais les tombes sur le Mont-Royal, ils n'ont pas de pierre parce que c'était pas des catholiques. Sur ça, c'est du racisme au Québec, ce qui est arrivé. Mais en Malaisie, j'étais chanceux parce que les Chinois en Malaisie, il n'y a pas beaucoup de racisme envers les Blancs, sauf qu'ils nous appellent Ang Mao, ce qui veut dire barbe rouge. C'est un drôle de nom. Mais à part de ça, et des fois, ils vont pointer une barbe rouge, une barbe rouge. Mais à part de ça, ils sont plutôt contents qu'un Blanc veut apprendre d'eux autres. J'étais chanceux. Mais est-ce que j'ai été victime de racisme dans la communauté chinoise de Montréal? Oh que oui. J'étais probablement un des premiers Blancs à sortir avec une Chinoise à Montréal. Je peux vous garantir que oui, j'avais des yeux féroces, je regardais fuck you si tu me regardes encore, mais sinon, j'avais eu des beaux problèmes. Et c'est encore à cause du racisme qu'ils ont souffert. Et la meilleure chose à faire dans tout ça, c'est tu dois être 2 fois meilleur que lui. Je me rappelle, en 1996, j'étais au championnat mondial de la World Wushu Federation. J'étais assis avec mon maître, un général de l'armée taïwanaise et le président de la fédération mondiale. J'étais comme
blanc comme un drap. Je savais pas quoi faire. Mon maître m'a dit, sois intelligent et dis rien. Bon conseil. So, je me suis fermé la bouche. Je me suis fermé la bouche et j'ai paru intelligent parce que j'ai écouté. Et là, à la fin, j'ai dit, je peux vous poser une question? Sur le monsieur, il dit oui. J'ai dit, nos fighters, ils viennent à Taïwan. On n'est pas des Chinois. Ça se peut peut-être qu'il y ait du racisme. Le monsieur, il me regarde. C'est pas ça se peut. C'est sûr qu'il va y avoir du racisme. Il dit, knock him out. Knock him out. Soit 2 fois meilleur que lui. Et éventuellement, ils vont dire, hey, ce gars-là, il est bon. Et une chose qui est bien dans la coutume chinoise, je suis sûr, vous savez, Sifu Moon, c'est quand tu es accepté dans la famille, tu es dans la famille. Les enfants, mon maître m'appelle grand frère. Les autres m'appellent mon oncle. On est vraiment dans la famille. C'est vrai. C'est le phénomène de la recommandation ou de la lettre de recommandation ou la recommandation. Moi, j'ai pu étudier avec Maître Guo parce que mon prof, le prof de mon prof, qui était aussi un des profs de Maître Guo. Donc, Maître Guo a dit, bon, ben, parce que tu as étudié avec, ben, en fait, quand je l'ai contacté directement et quand il m'a dit, OK, comme tu as été l'élève d'un tel, puis il a validé ça parce qu'il l'a validé, ben là, OK. Après ça, c'était le processus d'acceptation, le processus de connaissance entre nous puis d'acceptation. Puis c'est vrai que souvent, ben, c'est pas juste dans les arts martiaux asiatiques, mais particulièrement dans les arts martiaux asiatiques, il faut que tu fasses tes preuves au sens de montrer à quel point tu veux apprendre, à quel point tu désires apprendre, puis à quel point tu es prêt à t'investir. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a beaucoup des arts martiaux classiques actuellement qui est en train de survivre grâce aux Occidentaux. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui veulent plus pratiquer les arts martiaux classiques. Ça les intéresse plus. Ils disent pourquoi pratiquer ça? C'est pas tout, mais ça existe, c'est un phénomène qui existe. Et curieusement, il y a beaucoup d'Occidentaux qui deviennent maintenant les leaders des écoles ou les héritiers des écoles parce qu'eux, ils ont mis le temps pour les apprendre aussi. Je sais pas si tu as vu ça, toi, Lauren, mais moi, j'ai vu ça beaucoup on voit ça beaucoup dans les arts martiaux. Ils disent, ouais, ben, c'est Je ça. suis la preuve. Mais on voit qu'il y a beaucoup. Je suis la preuve. Ouais. Et Vas-y. Excusez-moi, vas-y. J'étais pour dire, ce que moi, je vois aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens noirs qui sont très, très bons en Kung Fu. Et naturellement victimes de racisme également. Je vois aux États-Unis, tous les Chinois se promènent en cravate avec une fleur et leur Kung Fu est moyen. Et le monsieur noir qui est là-bas, lui, il les démolirait tout avec un coup de poing. Mais il a trop de classe pour le dire parce que ça, c'est un vrai maître sur les lampes. On voit, comme vous dites, beaucoup. Moi-même, quand j'étais en Asie en 2013, mon maître, il me dit, il y a des gars qui veulent jouer avec toi. So, j'ai dit, OK. Il dit, donne-leur pas de chance. So, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, c'est correct, c'est mon oncle, je le laisse gagner. Il m'a interdit. Mais pourquoi? Là, c'est amical. Là, j'ai joué un petit peu rough, mais parce qu'il savait qu'un jour, ça serait moi le boss. So, il voulait qu'eux, ils comprennent. C'est clair, là, il peut vous planter. Là, quand ils ont vu, OK, c'est correct. Et malheureusement, il faut faire nos preuves un petit peu. Puis, dans le même ordre d'idée, avez-vous je vous lance la question, là, allez-y si vous voulez. Si on dit qu'historiquement, mettons, le 20e siècle, on s'entend que c'était pas mal le siècle des États-Unis ou de l'Amérique ou de l'Occident. Beaucoup d'observateurs de politique internationale s'entendent pour dire que le 21e siècle va être le siècle de la Chine. Est-ce que vous avez l'impression que ça va avoir un impact sur la diffusion puis la continuité des arts martiaux? Quels arts martiaux vont être mis de l'avant dans les années à venir ou C'est déjà fait. Les communistes ont déjà tout détruit, mon opinion. C'est déjà fait. Ils appuient fortement le Xian Dai Wushu, ils appuient zéro le Chuan Tong Wushu. Ou ils disent que c'est du Chuan Tong Wushu et c'est mélangé avec du Xian Dai Wushu. Sur mon opinion, c'est que le mal a C'est sûr qu'il y déjà a été beaucoup qui a fait. été détruit en Chine. Et que la Chine, moi, je pense que c'est ce qui va arriver avec la puissance de la Chine en tant qu'économie et influence mondiale. La prochaine chose qu'on va voir, on sait que ça a arrivé l'année dernière, mais ça a paru avec le COVID. Le karaté va avoir une chance d'être aux Olympiques. C'est un sport de démonstration. Probablement qu'il ne sera pas gardé, c'est ce que je crois, mais ça peut changer. Mais j'ai l'impression que les arts martiaux chinois vont devenir un sport olympique, les arts martiaux chinois de la Chine populaire, là, les arts martiaux, le wushu, parce que à cause de l'influence de ce pays-là, ça ne me surprendra pas que c'est eux qui vont devenir les prochains arts martiaux au point de vue du sportif, là. Et ça va être d'après moi, ce type d'arts martiaux chinois-là qui va être mis de l'avant, très spectaculaire sur les formes et le sanda ou le type de combat qu'ils font là-bas va être le type de combat qui va être. C'est mon impression à cause de
de l'importance que la Chine prend dans le monde moderne. Mais ça, c'est du point de vue sportif, par contre. Ouais, ben, moi, tantôt, j'avais une question. Ben, tantôt, on parlait justement un peu de l'impact de la Chine, des institutions culturelles, tout ça, puis des éléments politiques, violence, répression. Il faut vraiment, le Tchatchouan, vous êtes en contact hein, avec des gens qui ont un art martial, des Ouïghours du nord de la Chine, puis justement de la répression auprès des musulmans. Puis, est-ce que vous avez vu, compris? J'ai étudié le Chatran, mais mon maître est décédé, ça fait longtemps, et je pratique plus le Chatran. Le Chatran, c'est un système qui est très, plutôt pour les jeunes maîtres comme vous-même. Moi, je suis trop vieux. Beaucoup de coups de pied sautés, etc. J'ai bien apprécié parce que ça m'a permis de comprendre c'est quoi les styles du Nord avec beaucoup de coups de pied, mais j'ai pas continué. Donc, j'ai plus de lien. Mais le Chatran est en effet un style musulman. Et moi, j'ai un background en sciences politiques, je suis pas mal sûr que oui, je voudrais C'est pas ça. être Ouïghour en Chine Il y a en ce aussi moment, chez ça les c'est sûr et musulmans certain. le Xingyi Luiha, le Xingyi, un type de chouigny qui est très populaire chez en fait, qui est presque uniquement transmis chez les musulmans aussi, là, euh, qui est aussi, qui lutte pour sa survie aussi actuellement, là. Puis, Parce que, tu sais, si, je veux juste dire, oui, allez-y, allez-y. il faut faire attention parce que euh, en Chine populaire, les écoles survivent, ils sont intégrés, les formes sont intégrées dans le wushu moderne. Tu vas voir les gens vont faire les différents styles, mais c'est pas selon, c'est selon un point de vue sportif uniquement. Tu sais. Fait que tu vas retrouver les formes, les kata ou les taolu, tu vas les retrouver en Chine, mais ils sont sortis un peu de leur contexte pour être maintenant plus du côté démonstratif uniquement. Fait que oui, tu peux dire, oui, il y a encore des formes codifiées qui existent, puis spectaculaires qui existent, mais il n'y a pas tout le bagage de transmission qui vient avec. Tout ce qui va autour du travail des formes, souvent, n'est pas là. C'est vraiment juste la partie extérieure, la partie pour la foule que j'espère. Fait que certaines personnes disent, oui, les styles sont préservés actuellement. Non, c'est la coquille du style qui est préservée, ou l'apparence, mais pas le fond. J'ai un collègue qui étudie un style cousin au mien, une sorte de white crane différente, qui étudie en Chine. C'est justement en parlant de coquille. Et un jour, il m'écrit, il dit, ah, faites-vous du combat? J'étais quoi? Faites-vous du combat? Si tu me poses la question, tu as un problème. Pour moi, si tu dis, je fais un art martial classique, traditionnel, pour l'autodéfense, et j'ai pas pratiqué de combat dans 40 ans, sur juste la question, ça répond déjà, ça répond tout. J'étais bouche bée. Mon Dieu. Des fois, on voit des gens dire, ah, je veux pas faire le karaté ou le kung-fu traditionnel, c'est juste des katas. Ça veut dire, il y a aucune idée c'est quoi du karaté ou du kung-fu traditionnel. C'est pas juste des katas, c'est stupide de dire cette chose-là. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré le grand maître. C'est comme rencontrer Yip Man ou Masoyama ou quelque chose comme ça. C'était le père à mon maître. Il parlait pas anglais. Sa sœur, la sœur à mon maître traduisait. Là, je lui demande, maître, grand-maître, quand vous étiez jeune, c'est 1925, 1935, même temps que Wang Shenzhen, faites-vous du combat? Quand il répond, toutes les filles partent à rire. J'étais quoi? La fille, elle était gênée. Elle dit, mon père dit, quand il était jeune, il pratiquait beaucoup à l'extérieur. Point final, pour le vrai. Souvent, OK. Ça, c'est Oui, la parce que, réalité des arts exemple martiaux aussi, parce chinois. que Wang Changzai, le créateur, si on veut, du style, mais en fait, c'est plus celui qui a transmis cette tradition-là. Quand il est arrivé à Beijing dans les années 40, euh, pour établir son école, ben, tous les dimanches, il faisait ce qu'il appelait, il ouvrait la porte, et n'importe qui pouvait venir et échanger avec lui. Et quand on sait ce que ça veut dire échanger, c'était on se valide, hein, on se valide, on se valide. Et Wan Shanzai a fait sa réputation de cette façon-là en restant ouvert. Fait que je veux dire, tu sais, le MMA, c'est pas nouveau non plus. Le concept de se valider dans les arts martiaux, ça a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un karaté, par exemple, à un moment donné, dans une certaine époque où il n'y avait pas de contact, hein, il y avait un karaté sportif d'une certaine, je prends l'exemple du karaté, ou peu importe l'art martial. Puis tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés puis ils ont dit, ah ben il y a peut-être cet aspect-là aussi, tu sais, ceux qui ont vécu le karaté quand il y a eu le phénomène du full contact qui est devenu le kickboxing, qui existait déjà ailleurs, mais qui est arrivé ici, ben les gens ont eu un choc tout d'un coup, wow, on va se toucher, qu'est-ce qui va arriver? Ça a fait une révolution. Après ça, le jiu-jitsu, comme on a parlé, puis après ça, ben, mais ça, c'est dans les arts martiaux classiques, ça a toujours existé. Les gens se confrontaient, peu importe le style ou l'école ou la méthode. Puis ça se confrontait dans un contexte social différent d'aujourd'hui. Il y avait des gens qui sortaient de là un peu éclopés. Hein.
Mais si on aurait eu les caméras pour voir ces combats-là, ça Ouais, s'arrêterait, c'est ça sûr. serait rien. C'est pas toujours aussi prestigieux qu'on pense non plus. Ouais, Mais souvent, exact. c'est juste Ouais, mais deux, aussi, trois mouvements. faut Là, être OK, honnête. c'est fini. Si tu es un pratiquant d'un certain niveau, puis tu es un moindrement intelligent, à un moment donné, ça prend pas beaucoup de technique pour connaître si tu as été battu aussi. Tu n'as pas besoin non plus de te faire mettre à terre, puis de te faire crever les yeux ou de te faire une clé pour dire que tu as perdu. Quand t'es honnête et tu es un pratiquant, tu peux reconnaître la valeur de quelqu'un assez rapidement en combat ou en pousse-main ou en peu importe. Parce que le plus imbécile, c'est celui qui va combattre quelqu'un qui peut pas battre. Hein. Tu sais, Miyamoto Musashi, c'est un bon exemple. Hein, mon prof, Kenji Tokitsu, c'est un expert sur l'histoire de Miyamoto Musashi, ok, parce qu'il vient du sud du Japon, puis il était très proche de la région où Miyamoto Musashi a été le plus présent. Puis il racontait, il dit, Miyamoto Musashi, il a fait, on sait dans ce qui a été, dans ce qui est répertorié, qu'il a fait au moins 60 duels à mort, ok, avec le sabre. Fait que nous autres, en bon occidentaux, on voit ça super-héros. Hein. On dit, ah, wow, il était le plus fort, c'était incroyable. Mais non, mon maître, il dit, mon professeur de l'époque, il dit, vous n'avez pas compris. Il n'a jamais combattu quelqu'un qu'il ne pouvait pas battre. Il n'est pas allé se mettre devant quelqu'un avec son sabre qui pouvait le tuer. Il a toujours évalué assez son. Puis ça, pour un occidental, on ne comprend pas ça. Mais dans les arts martiaux, souvent, c'est la sagesse aussi, c'est de reconnaître de savoir reconnaître aussi où sont les limites des capacités. Puis la bravoure, c'est pas toujours d'aller jusqu'au bout des fois. Il faut le faire, mais il faut aussi avoir une forme d'intelligence. Fait que les arts martiaux, c'est supposé aussi développer l'individu dans sa capacité d'intelligence puis de discernement aussi. Ben, c'est drôle, cet exemple-là. Ça me fait penser à une question qui revient souvent. Je ne sais pas si Jérémy ou François, vous l'entendez aussi, mais en tout cas, moi, le commentaire, ouais, mais qu'est-ce que je fais si je tombe quelqu'un, si je tombe sur un adversaire style Georges Saint-Pierre? Ben là, c'est un peu dans la continuité de ce que vous disiez avec Miyamoto Musashi. Il a jamais affronté quelqu'un qui pouvait pas battre. Fait que là, si t'es devant un adversaire qui est plus gros, plus grand, plus fort que toi, ben là, c'est à toi d'avoir l'intelligence de t'en sortir sans avoir besoin de tes points Ouais, puis aussi. il y a Là. aussi une question de conséquence C'est. aussi. Quand tu te battais au sabre à l'époque, tu crevais. Tu n'avais pas de deuxième chance. Là. C'était pas que le lendemain, tu te reprenais puis tu disais, OK, j'ai manqué mon coup, j'ai manqué la parade ou je me j'ai pas esquivé, t'es mort le lendemain. Là. Fait que c'est un contexte qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tu peux te faire tabasser un peu puis revenir le lendemain, avoir un peu mal à la tête puis te dire, je vais recommencer. Mais dans le contexte de Musashi, ce que je voulais dire, c'est que c'est particulièrement important quand ta vie est en jeu. Tu sais. C'est pas un contexte social de sportif, là. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est quelque chose qui est, en tout cas, je pense, qui est difficile pour nous de comprendre aujourd'hui parce que dans combien de situations est-ce qu'on vit des situations mortelles? Là, tu sais? Pas souvent, là, tu sais. Heureusement, heureusement. C'est vous, Bernard, vous avez parlé que vous aviez vécu du racisme à une certaine époque. Je voulais vous entendre les deux, puis tout le monde, on pourrait en discuter aussi. C'est quoi votre perspective en tant qu'occidental par rapport à tout le débat actuel d'appropriation culturelle? On est des pratiquants d'arts martiaux, donc de connaissances qui viennent d'Asie, puis nous, on les enseigne, puis on les transmet en tant qu'occidental. Est-ce qu'on est légitime? Je dis pas que je suis d'accord, là, je lance la question. Pour moi, c'est une question. Pas la question, le concept, c'est stupide. J'ai fait mes preuves. Je pratique à tous les jours mon chinois. J'écris toutes les formes. Mon maître m'a adopté comme son fils. Question Ben, imbécile. ouais, c'est vrai. Sur un Mais point c'est, final. J'ai mérité ce que j'ai ouais, eu. en fait, souvent, quand tu rencontres finalement, ça devient souvent en fait, souvent les gens sont contents une fois qu'ils voient que tu as de la valeur, ils sont Oui. contents que tu t'intéresses à ce qu'ils ont. Tu sais. L'appropriation culturelle, c'est quelque chose je vais dire en anglais, un topic, c'est un sujet qui est à la mode actuellement à cause de tous les phénomènes de racisme et tous les phénomènes de problèmes tu sais, de différentes minorités, etc. Mais tu sais, c'est certain que si, du point de vue du racisme, c'est certain que quand tu t'en vas dans une autre culture, puis que euh, il y a c'est normal qu'il y ait un processus de différence puis de rejet, dans le sens que tu t'en vas. Tu sais, quand je suis allé au Japon en 1986, 85, tu sais, même tu te rends compte, tu sais, j'avais toute j'idéalisais beaucoup la société japonaise, tu sais, puis tu arrives là-bas, puis on est la première chose que tu te rends compte, tu es victime de racisme, mais tu sais, puis pas à peu près. Mais en même temps, tu sais, c'est toujours la même question chez les individus. Tu sais, la différence,
la différence, ben, c'est une différence. Les gens te voient comme différent. Ils se demandent qu'est-ce que tu viens faire. Il y a des gens qui sont, on le voit aux États-Unis actuellement, il y a des gens qui sont très sensibles et qui veulent pas ils veulent pas s'ouvrir face à la différence. Et ça, c'est un phénomène humain, tu sais. Fait qu'il y en a, mais comme dit Lorne, il a tout à fait raison. Du point de vue, il n'y a pas d'appropriation là-dedans. C'est un trésor humain, les arts martiaux. Ça appartient à l'humanité. Et puis, quand c'est transmis dans une culture vers quelqu'un d'une autre culture, si c'est transmis, puis c'est effectivement transmis, mais c'est parce que la personne a accepté aussi la différence culturelle aussi. Sinon, il n'y a pas de transmission. Oui, Si je vas-y. pourrais me permettre, si je pourrais me permettre, il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est le racisme que j'ai expérimenté beaucoup. Vous savez de qui ça vient? Ouais. Des Il y en Québécois. a ici. Mais t'es pas Ouais. chinois, comment peut-tu être Ah oui, bon? tout à fait, tout à Ce qui est fait. vraiment imbécile. Tu sais. Sur Ouais, mon maître me disait toujours, et Patrick McCarthy, je lui parlais de ceci aussi. Il dit, Lorne, imagine si tu serais chinois, ouais, t'aurais combien de mille d'élèves? c'est vrai. Ça existe des deux côtés. Et le pire dans tout ça, c'est que encore, le raciste est toujours victime de son propre racisme. Combien de Québécois ou Canadiens ou Américains ont appris d'un monsieur chinois Mhm. parce qu'il était chinois? Il aurait dû apprendre d'un monsieur comme Philippe Mhm. parce qu'il était bon. Mais ils ont choisi le gars chinois. Mais ce que eux comprennent pas, c'est que le gars chinois, il a étudié 2 ou 3 ans à l'université. Il connaît rien, sauf la coquille. Mais leur Exact. racisme les a fait choisir. So, je vais choisir un Argentin pour le tango, un Russe pour le ballet et un Chinois pour le kung-fu. C'est logique, mais Exact, exact. c'est pas la réalité. Sur moi, les Chinois me disaient toujours, ouais, mais tu peux pas être Chinois, t'es pas Chinois, tu peux être bon en kung-fu. J'ai dit, ouais, tu veux-tu le dire à Mike Tyson? C'est ça. Ben, Non. tout à fait. Ah. Tout à fait. Absolument, absolument. Mais ça, c'est vrai que d'un point de vue marketing, quand tu es un Asiatique puis tu enseignes un art martial asiatique, tu as un avantage du point de vue marketing parce que les gens s'attendent à ça, puis il y a une mystique autour de ça. Hein. Il y a tout un côté mystique autour de ça, puis etc. Mais tout à fait, ça n'a rien à voir. La question, c'est la capacité de l'individu, tu sais. Et qu'est-ce qu'il a appris? Ouais. Et est-ce que au Québec, je vais voir là, tu vas mettre des armes coréennes, japonaises, puis de l'écriture japonaise, puis là, hey, c'est une belle école Non, chinoise, tu non, sais même pas la différence. C'est de non, l'imbécilité tout peu, là, je veux dire. non. Puis c'est ça, absolument. Moi, il y a un petit sujet, j'aimerais revenir juste par rapport à quelque chose que François a dit au tout début, parce que je trouve ça intéressant, puis c'est juste quelque chose que j'aimerais parler aussi, c'est que euh, quand tu as présenté tout à l'heure, François, tu nous as présenté, tu as parlé d'école interne puis externe dans les arts martiaux. Moi, je crois pas que ça existe vraiment, cette différence-là, dans le sens que interne-externe, c'est un cheminement personnel, c'est une évolution dans ta pratique, ce que tu peux internaliser. Puis il y a tout un contexte culturel aussi que j'entrerai pas là, sur ce qui était extérieur à une école ou intérieur à une école, est accepté à l'interne, accepté à l'externe, mais juste du point de vue de ce qu'on parle aujourd'hui, tu sais, puis euh, tu sais, les gens vont dire, ah, le Tai Chi Chuan ou le Xing Chuan ou autre, mais surtout le Tai Chi Chuan, ils vont dire, ah, c'est un art martial interne. Right? Mais le Tai Chi Chuan, l'apprentissage, je donne ça comme exemple, l'apprentissage, c'est un apprentissage externe. Puis quand l'art martial, quand on parle d'art martial du Tai Chi Chuan, c'est une pratique externe. Ce qui devient interne, c'est ton apprentissage et ton cheminement dans les profondeurs de l'art qui devient vers ce qu'on appelle l'interne de la pratique. Tu sais. Quand on pratique le Qigong pour se renforcer ou quand on pratique, c'est une intériorisation, c'est une façon de développer le corps, mais tu sais, dans les arts martiaux, externe, interne, d'après moi, c'est une fausse conception de la pratique des arts martiaux. Les arts martiaux sont d'abord et avant tout une manifestation externe qui devient une internalisation. Si on parle du point de vue que les gens en parlent aujourd'hui, et ça devient une internalisation avec l'évolution de l'individu si la substance existe dans la méthode. Parce que des fois, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dirige vers l'interne. S'il n'est pas là, c'est difficile d'accéder à ce qu'on appelle la plus grande profondeur. Mais la nuance est un peu... Et c'est ça qui est malheureux parce que je regarde aujourd'hui, surtout le Tai Chi Chuan, euh, les gens disent ah c'est pas efficace. On voit il y a une grande mode actuellement où je me souviens plus comment il s'appelle le chinois là, qui a cassé la gueule à tout le monde en MMA qui est si populaire actuellement. Mais tu sais tu regardes les maîtres qu'ils rencontrent ou les adeptes qu'ils rencontrent, puis là tu te dis oui mais ces gens-là pratiquent pas le combat, c'est évident. Ces gens-là n'ont pas été éduqués dans la pratique martiale du Tai Chi Chuan. C'est juste des gens qui portent des beaux habits puis qui font des mouvements élégants. Mais le Tai Chi c'est un art qui est très dur. Hein?
C'est très, très dur la pratique classique du Tai Chi Chuan. Si on regarde même dans les histoires des fils du fondateur du Tai Chi de Yang, par exemple, Yang Yu-Chan, ses deux fils, ils voulaient se sauver de la maison tellement que l'entraînement était dur. Ils voulaient quitter, ils n'en pouvaient plus, c'était trop dur. Mais tu sais, aujourd'hui, on imagine le Tai Chi un sport de vieux, de gens qui vont lentement, etc. Ça, c'est juste la carcasse. Mais pour pratiquer le Tai Chi Chuan martial, le Tai Chi Chuan qui a une manifestation externe en combat, ben, il faut que tu apprennes l'art martial du Tai Chi Chuan. Tu sais, c'est pas, tous les concepts de Chi, etc., c'est tous des concepts qui, d'après moi, sont mal compris. Tu sais. Fait que la nuance interne-externe, je pense que c'est important si on parle d'arts martiaux, de faire attention quand on parle de ces nuances-là, puis de ce qui constitue l'efficacité des méthodes. Les méthodes, il y a beaucoup de méthodes internes comme le Tai Chi Chuan ou le Xing Chuan ou d'autres. Quand ils sont en dehors de l'aspect juste qu'on comprend ici, c'est des arts martiaux extrêmement efficaces. Très, très, très efficaces. Mais pour accéder à l'efficacité, tu as du travail à faire, par exemple. Et beaucoup des soi-disant, je suis 100% d'accord avec vous, beaucoup des soi-disant styles externes sont internes. Dans mon White Crane, si tu demanderais à mon maître, c'est un style interne, externe, il partirait à rire, tu connais rien, c'est interne. Mon maître disait toujours, pour les débutants, on dit la puissance vient du plancher à travers les jambes, à travers les mains. Pour l'avancé, il dit la puissance vient du dantian à travers les mains. Mais comment? C'est parce que tu es à un autre niveau. Sur là, tu bouges ton chi à travers les mains. Mais tu dois apprendre le Qigong. Ce qui peut arriver, c'est dans certains arts, ils ont perdu cet aspect-là. Exact. C'est beaucoup la transmission qui devient effective. C'est pour ça qu'il faut parler de méthode. Je pense que c'est important la notion de méthode dans la pratique, dans les arts martiaux. C'est quoi la méthode? Puis est-ce que la méthode que tu apprends, quel est son niveau? Comment complète est la méthode? Comment la méthode elle est étoffée jusqu'à quel point ta méthode? Et ça, c'est un questionnement. Je pense que quand on pratique les arts martiaux, il faut se demander si on travaille une méthode qui est une méthode efficace pour atteindre nos objectifs, puis si la méthode est complète pour atteindre nos objectifs. C'est difficile à évaluer au début, mais il faut travailler. Hein? Moi, je ne sais pas c'est quoi ton expérience là, mais moi, je veux dire que j'ai cherché longtemps pour trouver ce que je voulais. Je veux dire, quand je dis que j'ai cherché, j'ai fait des efforts. Il faut voyager, il faut rencontrer les gens, il faut que tu te fasses accepter, il faut que tu fasses des erreurs aussi des fois. Puis, c'est pas donné. Souvent, en tant qu'occidental, on a la bouche ouverte. Mon professeur japonais dit souvent, vous êtes comme des petits oiseaux avec la bouche ouverte en attendant de vous faire nourrir. Il dit, ça marche pas de même des arts martiaux. Je n'irai pas vous nourrir, je n'irai pas régurgiter c'est pas parce que vous êtes là que je vous dois quelque chose. Il faut que tu ailles de l'avant pour aller gagner ce que tu as à gagner. Quand on parle de profondeur de la pratique, je ne parle pas de la personne qui veut pratiquer pour se distraire comme loisir 2 fois par semaine, etc. Tu sais, tu as différents niveaux de pratique. Si tu veux aller loin dans ta pratique, puis c'est quelque chose qui est important dans ta vie en tant qu'art martial, ben tu as du chemin à faire, puis il faut que tu te questionnes. Puis c'est ça qui est intéressant. Il faut que tu rencontres différentes personnes, il faut que tu te questionnes, mais il faut aussi que tu t'investisses beaucoup dans ce que tu fais. Absolument. Puis avez-vous l'impression que, mettons, à l'heure actuelle au Québec, là, est-ce que vous pensez que les différents modèles ou les différents styles peuvent coexister puis répondre à des besoins différents? Parce que ce que vous disiez, c'est au fond, c'est pas tout le monde qui veut consacrer autant de temps et d'énergie, puis il y en a qui veulent 2-3 heures par semaine, puis ça leur convient. Puis il y en a d'autres qui veulent le compétitif, d'autres pas de compétitif. Jérémy a fait beaucoup de compétitions, il y en a qui en feront jamais. C'est quoi votre perspective, par exemple, par rapport à ça, la compétition? Mais je pense qu'il faut que ça coexiste. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait de tout pour tout le monde, que ça coexiste et que c'est tout à fait correct. Et à chaque personne, pas au sens, tu sais, j'ai déjà une période de ma vie où j'étais un peu, tu sais, t'as des périodes des fois quand tu t'entraînes, surtout quand j'étais un petit peu plus jeune, où tu commences à faire des jugements puis tu dis, oh, le niveau de qualité de ci, puis le niveau de t'es un peu outré. C'est vrai que ça peut être choquant, mais en même temps, je pense qu'il y ait de tout pour tout le monde, c'est inévitable, puis c'est correct, c'est bien. Puis je pense que chacun doit trouver puis faire son cheminement. On est chanceux, tu sais, moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, il y avait une école dans ma région. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'entraînais à la seule école qu'il y avait, tu sais. Si tu as le choix, ben, au moins, peut-être que tu peux faire un choix plus averti, puis rencontrer des gens, puis aller faire un peu plus de recherche sur Internet, puis essayer différents endroits. Donc, ça coexiste, oui, c'est tout à fait. Moi, je trouve ça correct, je trouve ça bien. À chacun de trouver qu'est-ce qu'il veut pratiquer. Absolument.
Puis vous voyez comment l'avenir, pour vos styles respectifs ou pour l'avenir des arts martiaux en général, peut-être ça pourrait être notre mot de la fin. Vous voyez ça comment, le futur, euh, personnellement, là, pour vos écoles respectives, la transmission, la prochaine génération, ça va être quoi leur défi? Vers quoi on s'en va? Ben, il y a un défi important pour moi. Je sais pas comment c'est pour l'un, mais moi, un de mes défis importants, c'est de trouver. C'est pas facile de trouver des gens qui veulent s'investir assez à fond pour assurer la transmission de qu'est-ce qu'on fait. Moi, je trouve pas que c'est facile de trouver des gens. On en trouve, mais c'est pas tout le monde. Il y a une différence entre si tu parles de transmission puis de continuité. C'est pas facile de trouver des gens qui vont s'investir pour assurer la transmission dans ce niveau-là. C'est facile de trouver beaucoup d'élèves, mais c'est pas facile de trouver des gens qui vont vouloir aller vers la transmission. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est un investissement autant pour eux que pour moi une fois qu'on se trouve mutuellement, là. Je pense pas que j'aie autant d'importance que ça dans la transmission, mais je vois ça comme ça de mon côté que si je veux léguer, j'aime pas le mot, mais si je veux transmettre quelque chose, ben, il faut que je le transmette. Puis je pense que ça se transmet, ce type de transmission-là se transmet à un nombre plus limité d'individus à ce niveau-là. Maintenant, pour le côté pratique populaire, pratique de groupe, pratique de masse, ben, tu sais, par exemple, dans la pratique que j'offre, je pense qu'un exemple, par exemple, il y a des bienfaits pour la santé, puis je pense que c'est important de l'offrir au maximum de personnes puis qu'ils puissent pratiquer, mais c'est pas des personnes qui vont transmettre la méthode, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ils peuvent transmettre un aspect de la méthode ou ils peuvent faire une continuité sur un aspect, mais c'est pas une transmission de la méthode. Fait que ça dépend aussi comment est-ce qu'on voit l'aspect de transmission d'une méthode, là, tu sais. Je sais pas comment c'est pour toi, Lorne, comment tu vois ça? Moi, je commence à être découragé sur ce que je vois, c'est des gens qui veulent enseigner en dépit du fait qu'ils sont pas qualifiés. Tout à Je parle fait. de mes propres élèves. Moi, je leur dis, je suis vieux jeu. Si tu veux être un maître de Kung Fu, tu dois savoir la hallebarde, le double sabre, la lance. Sinon, parle-moi même pas, c'est pas sérieux. Mais les gens sont pressés. C'est son ego qui fait qu'il veut être un professeur. Puis j'ai d'autres gens qui ont pas ce problème-là, mais ils n'ont pas nécessairement le temps. Sur ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que le meilleur, c'est une jeune personne de 19-20 ans, puis tu les encourages d'enseigner, ce qui n'est pas toujours un bon conseil parce qu'on sait qu'on va faire plus d'argent dans un autre domaine, généralement parlant. Mais si à cet âge-là, ils commencent à enseigner, au moins, il y a une raison de pratiquer toutes ces choses-là, financières. Moi, j'ai pratiqué beaucoup, un, parce que j'aimais ça, deux, ça me sortait du trouble que j'étais dedans. J'étais un petit peu voyou quand j'étais jeune. Et trois, ben, je faisais un salaire. J'ai dit, ben, là, ma femme me dit, tu pratiques tout le temps. Ouais, mais ça paye le loyer. Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, je pense que c'est une jeune personne qui va venir. Mais est-ce que j'en ai en ce moment? J'ai des très bons élèves qui commencent à être occupés avec 2 enfants. Puis j'ai tellement de matériel enseigné. C'est pas évident. Et mon maître m'a toujours dit, choisis bien les gens. J'enseigne pas comme les Chinois. Les Chinois, c'est au compte-gouttes. Moi, j'enseigne très vite parce que je sais, le temps est précieux, tout le monde est occupé. Enseigne, enseigne, enseigne. Mais ceci dit, il y a limite. Tu veux pas lui enseigner à rouler avec 2 sabres s'il sait pas rouler. Ben là, c'est impossible. J'essaie d'aller plus vite que mon maître C'est sur cette sûr que quand partie-là. quelqu'un devient un professionnel d'enseignement, il n'y a pas le choix, il faut qu'il s'investisse. Maintenant, il faut qu'il s'investisse honnêtement, par exemple. Faut vraiment qu'il s'investisse parce qu'il peut s'investir aussi dans juste l'aspect marketing puis business de sa business sans s'investir dans la pratique, là. Mais c'est certain que le fait d'avoir des professionnels, c'est une bonne façon ça peut être une bonne façon de s'assurer d'avoir une continuité. Ça peut être une façon. Ça peut être aussi un piège. Ça dépend des personnes, hein, c'est pas facile. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Lawrence, c'est que c'est pas facile de trouver des gens qui veulent vraiment s'investir dans la pratique de la façon, en tout cas, dont nous, peut-être, on l'a pratiqué. Peut-être aussi c'est un changement culturel ou générationnel, mais je pense que cet aspect-là a toujours existé. Je pense qu'il y a toujours eu des époques où il y a eu des gens qui étaient moins intéressés, plus occupés, des gens qui avaient carrément pas le temps de s'entraîner parce qu'ils crevaient de faim, parce qu'ils devaient survivre. Tu sais, c'est pas évident dans l'art martial de trouver des gens qui vont assurer ce genre de continuité-là. Si on parle toujours de transmission d'école, là, hein, c'est parce qu'il faut faire attention encore au langage, hein. Il y a une différence entre former des instructeurs, des professeurs au point de vue sportif, pour moi en tout cas, former des gens qui vont être formés, par exemple, tu sais,
Je me rappelle l'époque du karaté, tu sais, tu vas faire par exemple une formation d'entraîneur, etc. Si tu veux former un entraîneur d'un point de vue sportif, c'est une chose. Tu peux former quelqu'un qui s'investit d'une certaine manière, puis qui va être un bon professeur, un bon entraîneur, ou qui va il va enseigner correctement ce qu'il a enseigné. Pour moi, ça, c'est différent de la transmission d'une méthode classique où tu as besoin d'un investissement individuel différent. Fait que moi, quand je parle d'arts martiaux classiques, je parle d'une façon où il y a un investissement plus personnel, puis il faut trouver des gens de qualité, puis il faut que les gens aussi apprécient la qualité qu'on a, si on en a une, puis qu'ils veulent s'investir. Pour moi, ça, c'est complètement différent de la relation si tu formes des gens qui vont juste former d'autres personnes, mais à un niveau, quand je dis superficiel, c'est pas négatif, là, mais à un niveau plus superficiel dans le sens que, tu sais, oui, pas plus primaire, mais pas négativement, c'est correct. Ils vont transmettre un certain niveau, mais c'est dans un cadre particulier. Et encore une fois, pour moi, ça revient, il faut définir le cadre de qu'est-ce qu'on fait puis de quoi on parle. On ne peut pas parler de tout en général. C'est différent. C'est différent dépendamment d'un point de vue. Il faut se situer puis dire voici où je me positionne, puis voici mon opinion dans ce positionnement. Puis quelqu'un peut avoir une opinion différente de ce côté-là. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que la continuité pour moi, les gens qui vont transmettre la méthode comme telle, il y en a peu. Puis est-ce qu'il va en avoir? J'espère, mais il y en a quelques-uns, j'en vois, mais ça va se confirmer. Mais des gens qui pratiquent la méthode et des gens qui s'investissent régulièrement, mais sans aller jusqu'au niveau de la transmission, il y en a plusieurs qui ont une bonne qualité, mais c'est pas de la transmission qu'on parle ici. C'est pas la même chose pour moi. C'est pas une chasse gardée, hein, puis c'est juste qu'on parle vraiment écoute, tu as quelque chose à transmettre, ben tu le transmets, tu sais, c'est ça. Ou tu le veux ou tu le veux pas, tu sais. Ça, pour moi, c'est la valeur de l'enseignement classique, ou j'aime pas le mot traditionnel, mais disons traditionnel. Tu transmets quelque chose que t'a été donné, tu le passes, etc. Ça, c'est la transmission. C'est pas superficiel, c'est pas juste des techniques d'autodéfense, c'est pas juste des mouvements avec des armes. C'est plus que ça. C'est un tout cohérent. C'est une méthode. C'est quelque chose qui, tu sais, pour moi, ça, c'est différent de l'aspect souvent qu'on voit dans les arts martiaux aujourd'hui, qui est plus superficiel, si on veut, de ce côté-là. Tu sais, les gens veulent apprendre quelques techniques ou vont apprendre, ils vont aller, puis ils vont devenir ceinture noire, etc., ou peu importe comment on fait le niveau des grades. Mais pour moi, c'est plus des entraîneurs, si tu vois ce que je veux dire. C'est plus des entraîneurs. C'est comme ça que je vois ça, en tout cas. Mais c'est compliqué. C'est compliqué si on va dans cet aspect-là. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence entre entre un instructeur et un professeur. C'est la personne qui va aller chercher ce petit lien-là avec la personne, avec l'élève, puis le professeur, puis de trouver la personne qui va te succéder ou qui va apprendre ton style et la donner après toi. Je pense que c'est le travail d'une vie, de trouver la personne qui te succède. Là, tu sais, je pense que c'est ce qui est tout le temps dans ta tête, plus tu avances, plus tu vieillis. Si t'es un humain, c'est un enfant, tu veux de la continuité. Quand c'est ton style, tu veux quelqu'un qui va le transcender, qui va l'enseigner après toi. Puis ça, effectivement, c'est même pas 1% de tes élèves. Là, ça va être 0.1% au fil des années. Là. Ouais, puis il y a un aspect chance là-dedans aussi. Pure chance. Rencontrer la bonne personne au bon moment, regarde. C'est ça. Ouais. Mais encore une fois, comme je pense que c'est ça. Ça dépend. Faut toujours, je pense que c'est important de définir, faut définir de quoi on parle et dans quel contexte. C'est important. Je pense que ce que j'avais trouvé intéressant dans le travail de Patrick McCarthy, par exemple, c'est que de ce que j'ai vu, puis j'en connais très peu, là, le cadre de sa pratique est bien défini. T'sais. Il dit voici dans quel cadre se situe ma pratique. Ce qui n'empêche pas que tu vas avoir des gens de différents acabits, etc. Mais le cadre est bien défini. Voici ce qu'on veut acquérir. Si on parle d'un cadre d'agression, voici le contexte. C'est un contexte. Et c'est la valeur du contexte dans lequel il est, et c'est important. Mais l'important, c'est de dire, OK, si je veux me situer dans ce contexte-là, c'est ce que je veux apprendre. Et c'est vrai pour moi pour peu importe ce qu'on veut apprendre. Il faut juste être sûr de ce qu'on veut apprendre, puis est-ce qu'on a trouvé la bonne source pour ce qu'on veut travailler. T'sais. Moi, j'ai une partie. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une partie du travail qu'on fait, c'est absolument pas vendeur. Il n'y a rien à vendre là-dedans. Tu essaies de vendre ça à quelqu'un, il n'y a rien à vendre. Tu ne peux pas attirer quelqu'un avec une pratique qui est aussi austère que ça. Là, le questionnement, c'est comment tu amènes les gens vers cette austérité-là pour pouvoir vouloir l'apprendre. Mais
il y a une réalité, tu sais. Les gens, souvent, en tout cas, les gens veulent beaucoup, mais ils veulent peu s'investir. Ils veulent tout, mais ils veulent rien donner en termes d'investissement. Souvent, on voit ça beaucoup dans la pratique, tu sais. Fait que moi, je dis souvent à mes élèves, vous allez avoir le retour dans ce que vous investissez. Tu sais. Si tu t'investis, tu auras un retour. Tu sais, mon prof disait souvent, trompez-vous pas, la personne qui réussit, c'est la personne qui s'entraîne. Point. Tu sais, il disait tout le temps, oubliez les titres, oubliez tout le reste. Tu t'entraînes pas. Puis, dire que tu étais bon avant, là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu es bon maintenant ou tu n'es pas bon maintenant. That's it, that's all. Mais je pense que c'est très de notre époque, ça, de vouloir, le beurre et l'argent du beurre. Et tu sais, maintenant, il y a des gens qui sont célèbres parce qu'ils sont célèbres. Ils n'ont rien accompli, ils sont juste célèbres parce qu'ils sont des célébrités. Alors qu'avant, il fallait s'accomplir en tant qu'artiste, en tant qu'athlète, en tant qu'ingénieur, médecin, peu importe. Maintenant, tu peux être famous juste parce que tu es famous. Et ça, c'est très de Notre notre époque, mais je époque, pense que ça a déjà malheureusement. existé avant aussi. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus spectaculaire avec les réseaux sociaux, puis avec toute la communication qu'on a. Mais je pense que la tendance, la facilité a toujours existé. Tu sais, C'est vrai, tu c'est sais, vrai. Ben, tu sais. messieurs, merci beaucoup. Je pense que c'était un très bon mot de la fin, ça. Vraiment, c'était fascinant. Merci à Sensei Gerard de vous avoir invité chez Merci nous. à vous. Puis, c'était vraiment super intéressant. Puis, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le moment. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super Ah ouais, c'est le enrichissant. fun. Je suis content d'avoir rencontré tous. Lorne aussi, je suis content d'avoir Un rencontré. plaisir. François, on se connaissait. J'espère qu'on se Ouais. reverra dans d'autres circonstances. Le jour où on pourra se voir plus Ça proche serait le aussi. fun, oui. Ouais, exact, c'est ça. Ça serait le fun, ouais. Ouais. Ben, merci, messieurs. Puis, Merci à bon toi. Bonne dimanche. journée. Merci, bye Merci. bye. Bye bye. Au revoir. Bye.